Merci d'être là un dimanche pour parler d'un sujet qui n'est pas forcément le plus drôle. Pour parler de sécurité, je dirais que ça fait partie des sujets dont on aimerait ne pas avoir à parler. Mais malheureusement, à Saint-Mihiel-des-Bois, on est obligé d'en parler. Et aujourd'hui, le but, c'est de parler de police municipale, d'une vraie police municipale, et de vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire si demain nous sommes élus et que nous mettons en place une vraie police municipale. Peut-être pour me présenter, je suis Thomas Zlogotsky. Notre liste que nous conduisons est une liste citoyenne. Et moi, je suis de droite. Je suis depuis très longtemps adhérent à l'UMP, aux Républicains. J'ai voté Sarkozy, Fillon, etc. par le passé. Vous voyez qu'il n'y a pas forcément de macaron de parti sur cette campagne. Pour tout un tas de raisons, je pense qu'on doit faire une campagne d'abord pour les Génovéfins. Et cette liste a vocation à rassembler au-delà des étiquettes politiques. Et je pense que notre paysage politique est assez fracturé aujourd'hui. Et pour être assez clair, je ne peux pas dire avoir été toujours satisfait de tout ce qui a été fait par la droite quand elle a été au pouvoir. Et donc je souhaite qu'on fasse mieux et qu'à Sainte-Geneviève, on ait des vraies convictions pour les Génovéfins et qu'on les mette en place conformément à nos promesses de campagne. C'est pour cette campagne, je l'ai commencé par un questionnaire que vous avez tous reçu dans vos boîtes aux lettres en octobre dernier. On a eu beaucoup de réponses. Et on a choisi ce thème de la sécurité parce que c'est un des trois thèmes qui nous est remonté comme les choses qu'il y avait à améliorer à Saint-Mihiel-des-Bois. Il y a la sécurité, il y a la gestion des finances publiques, et il y a aussi tout ce qui est lié au bétonnage, aux difficultés. Alors ça rejoint un peu la sécurité, mais de stationnement, de voirie et de cadre de vie. Il y a évidemment d'autres sujets dans la campagne, on en parlera en temps voulu. Et aujourd'hui, on va donc parler de sécurité. Comme vous voyez à côté de moi, c'est Michael Vaz. Alors ce n'est pas Frédéric Benoît. Je vais te présenter juste après. Frédéric Benoît, qui est génovéfin et a été commissaire de police municipale à Courcouronnes, puis à Montgeron. Et pour un certain nombre de raisons personnelles, il m'a appelé jeudi soir. Donc il était désolé, il avait une impossibilité à venir animer cette réunion. Il avait animé une réunion il y a 5 ans dans la liste à laquelle j'appartenais, qui était droite et centre. Et là, il a un souci personnel qui fait qu'il ne peut pas venir aujourd'hui. En revanche, Michael est adjoint au maire à la mairie du Blanc-Ménil. Il se présentera tout à l'heure, donc dans le 93, où une police municipale a été installée et avait sur un certain nombre de sujets les mêmes problèmes que nous. Et il nous donnera un retour d'expérience complémentaire et très intéressant, sachant qu'il est également policier dans le 91. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Comment on va préparer cette réunion? Je vais d'abord revenir sur les soucis de sécurité qui me sont remontés à Saint-Mihiel-des-Bois. Et donc je vous présenterai quels sont les problèmes que j'ai identifiés. Et vous nous direz aussi, puisqu'il y aura une partie après, vous pourrez prendre bien entendu la parole, ce que vous ressentez, parce que pour l'instant je me base sur ce que j'ai en porte-à-porte. Et puis je suis depuis 5 ans conseiller municipal, donc j'ai pas mal d'échanges avec les Génovéfins. Ensuite, je reprendrai quelques éléments d'inspiration. Vous voyez ici, c'est un rapport interne qui présente la police municipale de Courcouronnes, notamment, puisque au mois de juin, j'ai préparé avec Frédéric Benoît cette réunion. Je suis allé à Montgeron. Il m'a montré son CSU, c'est-à-dire le centre de surveillance urbaine, de télésurveillance qui existe à Montgeron. Et on a longuement travaillé dessus. Donc j'ai regardé tout ce qui pouvait s'appliquer ici. En fait, tout ce qui a été fait à Courcouronnes et à Montgeron peut s'appliquer ici. Et on a eu dans ces deux villes une baisse de la délinquance très prononcée. Par exemple, sur les cambriolages à Courcouronnes, entre 2000 et 2008, on est passé de 200 cambriolages par an à 60. Donc c'est quand même assez important. À Montgeron aussi, les statistiques, alors c'est toujours difficile d'avoir des statistiques précises parce que j'ai fait une demande au commissariat de Saint-Mihiel-des-Bois pour des raisons diverses, on ne peut pas avoir les chiffres, mais en tout cas, c'est des expériences qui ont porté leurs fruits. Donc je vous parlerai un petit peu de ce qu'on peut faire en s'inspirant de ce qui a été fait à Courcouronnes ou à Montgeron. Ensuite, Michael présentera ce qui a été fait au Blanc-Ménil. Il y aura des choses similaires, il y aura des choses différentes. Et l'idée de cette campagne, c'est d'avoir des propositions très concrètes, très adaptées, y compris sur le plan financier, parce qu'on a une situation financière, on en reparlera en janvier dans une autre réunion publique. On a une situation financière qui se dégrade fortement à Saint-Mihiel-des-Bois. Et l'objectif, c'est de faire tout ça sans augmentation d'impôts. Et je vais vous dire de toute façon, avec la réforme Macron, on ne peut plus augmenter la taxe d'habitation. Et il est hors de question que ce soit les propriétaires qui payent pour tout le monde. Donc on fera des économies. Ce sera l'objet d'une autre réunion.
Et j'ai envie de dire, malheureusement, il y a pas mal de poches d'économie à faire à Saint-Geneviève-des-Bois. Et donc, après la présentation de Michael, je ferai le constat, je donnerai les exemples qu'on peut faire en s'inspirant de Montgeron de Courcouronne. Michael parlera du Blanc-Ménil. Et ensuite, on aura un temps assez long, j'espère, où on pourra échanger, poser vos questions, parce que ce que je souhaite aussi en politique, c'est mettre fin aux réunions où on a des grands discours, des grands pontes, et à la fin, on vous dit posez une question, mais surtout bref, pas trop longtemps, etc. Puis on garde 5 minutes pour la question. Non, on aura un bon tiers de la réunion, ou même plus, ça dépendra de vous, pour poser les questions. Puis après un petit verre de l'amitié pour pouvoir continuer à échanger, pour ceux qui sont timides et qui ne veulent pas poser la question en plénière, et puis tout simplement pour faire connaissance. La situation politique à Sainte-Geneviève, quand même, pour y revenir juste avant, vous savez qu'il y a 3 listes qui vont se présenter. Le maire sortant, PS, Frédéric Petita, qui oublie qu'il est PS pendant les campagnes, mais c'est habituel, ils mettent du logo bleu et blanc, Sainte-Geneviève avant tout. Alors, il a une créativité extrêmement forte, puisqu'on a créé notre page Facebook qui s'appelait Ensemble pour Sainte-Geneviève-des-Bois, et après, il a créé, 15 jours après, Faire Ensemble Sainte-Geneviève. Bon, peut-être qu'on pourrait préférer l'original à la copie aux prochaines élections, parce que pour l'instant, il est plutôt un petit peu à la remorque là-dessus. Bon. On a également un autre candidat, République En Marche, qui était sur notre liste avant, qui est passé un peu par toutes les composantes de l'échiquier politique. Voilà, on aura ce choix clair entre 3 listes. A priori, moi je ne connais pas toutes les autres composantes politiques. Et nous, en tout cas, moi, l'ambition de la liste, c'est de toute façon, je vous l'ai dit, citoyen. Après, je pense qu'on aura une thématique qui ira du centre droit jusqu'à une droite, j'ai envie de dire, décomplexée, ou en tout cas sérieuse, qui aussi n'oublie pas les questions, on va dire, d'identité, de culture française, même si ce ne sont pas forcément des sujets génovéfains. À Sainte-Geneviève, quels sont les problèmes de sécurité que moi j'ai identifiés, et on pourra en discuter ensuite. On a d'abord un énorme problème de cambriolage, dans les zones pavillonnaires, mais également parfois dans certains immeubles. C'est surtout les pavillons, tout autour d'ici. Il y a une rue qui est une parallèle à la Gabriel Péry, que je ne citerai pas pour ne pas apporter davantage la poisse aux propriétaires. C'est assez dingue, c'est-à-dire que c'est plus facile de savoir qui n'a pas été cambriolé que qui a été cambriolé. Encore une fois, il y a une dizaine de jours, ou un peu avant avec William et avec Jacques, on était à la boulangerie qui est place de l'Étoile, et on distribuait encore le questionnaire, et les personnes disaient « Ah, mais j'ai été cambriolé », et je leur disais « Vous habitez rue ?» Ils disaient « Oui ». Voilà. Donc c'est de l'ordre de 2 tiers des pavillons qui ont été cambriolés. Et il y a des possibilités pour agir là-dessus, comme je vous en parlerai ensuite. On a un deuxième sujet d'insécurité qui sont des voitures qui brûlent. C'est bon, évidemment caché par la mairie, on peut le comprendre aussi, l'idée c'est pas d'affoler tout le monde. Elles sont envoyées assez vite à la casse. Ceci dit, des personnes de notre équipe ont pu prendre les photos de ce qui s'est passé au canal il y a une quinzaine de jours. Il y a 4 voitures qui ont brûlé. C'est derrière le canal, il est coincé, si vous voulez, entre Saint-Hubert et Fleury. On ne sait pas qui fait ça. C'est pas forcément des Génovéfains. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça brûle. Il y a d'autres endroits proches de cette résidence, il n'y a pas que là que ça brûle. Et malheureusement, on s'approche de la Saint-Sylvestre et ça risque de recommencer. Et pour moi, c'est absolument inadmissible. C'est-à-dire qu'on a, je vais dire quelque chose peut-être un petit peu choquant dans notre pays, on a toujours eu de la délinquance crapuleuse, si j'ose dire. C'est-à-dire des gens qui vont braquer un commerce, j'en parlerai après, etc. On doit lutter contre ça, avoir des policiers. Alors une justice ferme, ça, depuis qu'on a eu Mme Taubira, c'est fini. Et ça, Macron, il n'a rien changé. Hein. Il n'est pas revenu sur les peines alourdies pour les récidivistes. Hein. Ça, il est bien resté à gauche, hein, pour ceux qui auraient des doutes. Mais les voitures brûlées, les incivilités, les dégradations, il n'y a aucune excuse et il faut qu'on soit très ferme là-dessus. Excusez-moi. Allez-y. Justement, moi, j'ai vu la rue du Canal. Il y avait 4 voitures entières brûlées. Et il y en avait une 5e qui était entamée à cause d'une qui était à côté. Donc en fait, ça en fait 5 en tout. Et ils ont été très rapides pour évacuer les cadavres. Ouais, on laisse pas de trace. Alors, pour l'anecdote aussi, puisque j'en ai... je vous jure que c'est vrai, hein, quand j'ai croisé en commission budgétaire, parce qu'il y a un conseil municipal mardi prochain sur le budget, le maire, quand je lui ai parlé de ça, vous savez pas ce qu'il m'a dit quand même? Il me dit « Ah, mais il faut faire attention à ces voitures brûlées, on ne sait pas trop d'où ça vient. » Je lui dis « Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est nous qui brûlons les voitures pour la campagne ?» On a vu ça sur Facebook.
non, mais c'est des arnaques à l'assurance, tout ça, etc. Voilà. Si vous voulez, c'est un symbole, mais c'est un peu le déni de la gauche. Je suis désolé de le dire, hein, parce que c'est genre, soit c'est nous qui jouons sur les peurs parce qu'on veut résoudre les problèmes, c'est habituel. Bon, je veux dire, d'abord, les arnaques à l'assurance, vous savez très bien, si vous avez par malheur eu un véhicule brûlé, moi j'ai un copain qui s'est fait brûler un scooter, vous avez le prix de l'Argus, c'est pas du tout le prix de votre véhicule. Donc pour faire une arnaque à l'assurance, moi je ne sais pas comment on fait là-dessus. Donc on a ce sujet-là. On a également alors, des sujets de délinquance un peu plus difficiles à cerner, qui est tout ce qui est trafic de drogue. Il y a du trafic de drogue à Saint-Hubert, il y a des points de fixation, il y en a dans d'autres cités aussi, d'Agrange-Auxerre, etc. Évidemment, on n'a pas d'informations officielles. En revanche, bon, vous avez peut-être vu dans la presse, on a eu quand même une mère de famille de Saint-Michel-des-Bois qui s'est fait toper à la frontière égyptienne avec de la drogue sur elle. Donc si même les mères de famille trempent dans les trafics, c'est qu'il y en a. On n'est pas le Bronx, je ne dis pas qu'on est à la Grande Borne ou ailleurs, mais on a quand même des sujets importants. Pardon ? Ouais, à Fleury. On a aussi, et on en parlera parce qu'on peut agir dessus, des affrontements réguliers, et ça revient, entre des bandes, alors le terme consacré c'est jeune, mais j'aime pas ce terme, des bandes de voyous, entre les bandes de nos quartiers et ceux de Saint-Michel ou ceux de Fleury. On a également des ados qui se font agresser. Il y a eu encore, il y a une dizaine de jours, un ado qui s'est fait détrousser par 10 gars en cagoule avec des cutters, etc., pour lui piquer ses baskets et son téléphone portable. Donc, alors, ça arrive, après on nous répond, ça arrive dans toutes les villes, etc. Bah oui, bah nous, on va essayer que ça n'arrive plus, ou que ça arrive moins souvent, et que les auteurs soient repris. Les commerçants aussi sont braqués dans notre ville. On a eu notamment cet été la boulangerie Pradel, la pharmacie qui est à côté qui a été braquée les 2 fois dans la même semaine avec les mêmes auteurs qui sont ressortis de la maison de correction où ils étaient du côté de Lys ou je sais pas où, qui ont été attrapés par la police et ils sont ressortis. Donc on a, si je dis pas de bêtises, il y a une fleuriste aussi qui a été visitée. Donc on a également des braquages importants dans les commerces de notre ville. On a enfin d'autres sujets qui sont liés à la police municipale. On a des incivilités, évidemment, des chiens, des pitbulls non tenus en laisse, des insultes qui sont faites, des problèmes de voisinage, d'autres points de fixation aussi, j'ai parlé un peu de la drogue, il y a des jeunes aussi, même dans les zones pavillonnaires, dans la rue des écoles, à côté des terrains de basket, tous les soirs, il y a des jeunes qui traînent et avec des habitants qui essaient d'aller leur parler en prenant des risques parce qu'après, ils ont des représailles sur leur pavillon, etc. Donc tout ça, on peut agir. Après, on a des choses un peu plus soft, si j'ose dire, des soucis de vitesse dans les rues. Gabriel Péry, il est 30 à l'heure, déjà on ne respecte même pas les 50. On a aussi ce que j'appelle les rues touchées par Waze ou par les navigateurs automatiques de téléphone, où les gens contournent les feux et passent à blinde dans un certain d'endroits où la vitesse n'est évidemment pas contrôlée. Et après, on a des sujets également de propreté, de dépôt sauvage, etc. Et également aussi tout ce qui est le respect du stationnement, Gabriel Péry, qui n'est pas fait, les commerçants s'en prennent beaucoup, les voitures traînent toute la journée, les gens tournent et les gens ne respectent pas les arrêts minutes et tout ça. Donc, pour tout ça, on a vraiment un vrai sujet et il y a une dégradation qui se fait. Toujours pareil sur les statistiques, moi les informations que j'ai pu avoir mais pas établies, sur ce qui est mené au niveau du département, Sainte-Geneviève est parmi les villes qui se... Bonjour madame, il y a quelques sièges à droite, qui se dégradent le plus en Essonne et où les faits de délinquance sont beaucoup plus. Donc, face à cela, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, comme les élections arrivent, au moins c'est le bon côté des élections, c'est que tout d'un coup, il y a plein de choses qui se mettent en mouvement, ce qui n'était pas fait pendant 6 ans. Monsieur Petitat a, soi-disant, créé une police municipale. Alors, il a recruté 3 personnes, il y a une 4e personne qui vient d'arriver, qui sont arrivées il y a 2 mois, il a pris une voiture. Ce sont d'une part des agents non armés, et en nombre complètement insuffisant pour faire quoi que ce soit et pour couvrir notre ville qui est très étendue, avec 35 000 habitants. Donc ils peuvent régler quelques petits problèmes, mais ce n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. L'idée, c'est de créer une vraie police municipale, et là je vais vous parler 5 minutes de ce qui a été fait à Courcouronnes et quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place. Juste avant, sur le dimensionnement, l'idée ce serait d'arriver entre 15 et 20 agents de police municipale. Il faut savoir que le ratio pour une police municipale, en théorie, c'est 1 policier pour 1000 habitants, donc à 35. Après, ça dépend de la criminalité. Avec tout ce que je vous ai dit, on n'est pas non plus on n'est pas à Trappes ou je vais aller très loin, je ne vais même pas mettre du 9-3, comme ça, il y aura pas de... ça a changé, mais voilà, effectivement, on n'est pas non plus, c'est pas le Bronx, mais il y a des vrais sujets.
L'idée, c'est d'arriver entre 15 et 20. Pourquoi? Vous avez besoin, notamment par exemple de jour, d'avoir au moins 2 brigades de 4. Il faut être 3 dans une voiture, avec les congés, le week-end, les récupérations. Il y en a 3 qui sont disponibles sur les 4. Il faut 2 voitures pour tourner. Si vous mettez une brigade de nuit jusqu'à peut-être 3 heures du matin, ça vous fait aussi encore à peu près une douzaine de personnes. Bon, vous augmentez pour faire de l'îlotage et un certain nombre de travaux. On peut avoir entre 15 et 20 personnes. Dedans, il peut y avoir des choses qui sont mises en commun, par exemple une brigade canine. Il faut savoir que les brigades canines, c'est le maître, vous recrutez le maître et son chien. On a des subventions qui sont possibles d'ailleurs sur tout le département pour ça. On pourrait, moi c'est une proposition que j'ai même portée à conseil municipal, évidemment qui n'a pas été affectée, mettre ça en commun avec d'autres villes, par exemple pour comment dire, mutualiser les coûts avec l'agglomération. La brigade canine, elle sert en appui du conseil municipal, de la police municipale, pardon, quand il y a des squats d'immeubles à déloger pour être là-dessus, donc on n'en a pas besoin forcément tout le temps. On a fusionné avec une grande agglo, avec l'Arpajonais, il y a des polices municipales dans ces agglos, on peut mutualiser cette brigade, et on peut aussi mutualiser le centre de vidéosurveillance avec d'autres communes pour diminuer le coût. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire là-dessus. Pour une police municipale, vous avez besoin d'un agent catégorie B pour l'encadrement, et ensuite vous prenez des agents C. Pour donner des comparaisons, à Courcouronnes, ils ont 15 agents dans la police municipale, ils sont 15 000 habitants, donc nous on est 35 000. À Montgeron, c'est à peu près pareil, ils sont une quinzaine, mais c'est 20-25 000 Montgeron, donc voilà. L'idée de toute façon, c'est qu'on ira progressivement là-dessus, mais plus vite que Frédéric Petittat. L'idée, c'est dès qu'on est élu, on passe déjà à 8 pour avoir ces 2 brigades de jour. On installe, on précise le diagnostic de sécurité sur la ville, et à l'horizon de 2-3 ans, on est à une quinzaine d'agents et 20 si besoin. Après, à quoi ils vont servir ces agents? D'abord, il faut savoir qu'on peut leur donner toutes les missions, tu me corrigeras si je me trompe après, qui sont dévolues à la police nationale. Alors, hors lutte contre le terrorisme ou des sujets comme ça, mais il y a beaucoup de missions qu'ils peuvent faire. Ils peuvent faire notamment des interventions dites SLIC, c'est-à-dire des interventions conjointes quand il y a des troubles à l'ordre public ou aller intervenir avec la police nationale. Ils peuvent faire des contrôles routiers, ils peuvent faire de l'îlotage, ils peuvent faire de l'interpellation, de la lutte contre le cambriolage, des choses de cet ordre-là. Pour les commerçants, il y a un dispositif qui a très bien marché à la fois à Courcouronnes et à Montgeron. C'est un dispositif de télésurveillance. C'est-à-dire que vous reliez avec des caméras de vidéosurveillance vos commerces, avec une caméra de vidéosurveillance et surtout un dispositif d'alerte qui est inspiré de ce qui se fait pour les personnes âgées qui ont un pendentif sur eux, qui sont dépendants. Les commerçants ont un pendentif sur eux. S'il y a une intrusion, ils déclenchent directement. En 20 secondes, COPC de sécurité de la police nationale. 10 secondes après, c'est transmis à la patrouille. Et là, la caméra se déclenche. Ce n'est pas une caméra qui surveille en permanence, mais c'est une caméra qui se déclenche pour voir s'il y a une vraie intrusion. Si les policiers voient qu'il y a quelqu'un, ils arrivent tout de suite. Sinon, ils rappellent pour voir, parce qu'il peut y avoir des faux déclenchements, des choses comme ça. Et évidemment, si vous avez en permanence 1 ou 2 brigades qui tournent, ils arrivent très rapidement. Et ce qu'on fait, parce que l'objectif, ce n'est pas que les policiers interviennent, c'est qu'ils n'interviennent pas, il y a une signalisation, commerce protégé par vidéosurveillance, un grand macaron à l'extérieur. Et à Courcouronnes comme à Montgeron, une fois que c'est mis en place, c'est tombé à 0, les braquages. C'est assez clair, c'est assez dissuasif. Ils iront ailleurs, ils ne seront pas à Sainte-Geneviève. Oui. Sur les cambriolages. C'est très difficile de juguler les cambriolages, il faut être clair. Ça vient de tout type de délinquance. Il y a eu à un moment ici beaucoup de Roumains qui étaient en sac à dos, qui après utilisaient le RER pour s'enfuir. Malheureusement, il n'y a pas que. Qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, dès qu'il y a un cambriolage, courrier du maire aux habitants pour expliquer, savoir que quand même les gens ont été cambriolés, redonner des règles de sécurité, une assistance pour les déclarations aux assurances. Bon, ça c'est déjà fait. Après, ce qui est possible de faire, déjà, il y aura on peut, si vous avez un dispositif d'alarme, au lieu que ce soit votre société de vidéosurveillance qui arrive après la bataille, généralement, ça peut être relié directement à la police municipale. Donc il y a un appel direct de l'alarme et donc ils peuvent intervenir directement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas avec la police nationale, ils n'ont pas les moyens, il faut être clair. Donc là, vous avez déjà une intervention directe avec la police municipale. Vous avez un autre point après de prévention. Ce qu'ils faisaient à Montgeron comme à Courcouronnes, c'est utiliser les ASVP. Alors aujourd'hui, on a 2 ou 3, ça il faut que je vérifie les chiffres, donc les personnes qui font des contredanses, qui vont faire des rondes en civil, dans les quartiers, en vélo, à pied, éventuellement en 2 roues, qui tournent
quand ils repèrent quelque chose de louche, qu'ils appellent la police municipale, ils n'interviennent pas, qu'ils viennent contrôler les personnes qui n'ont rien à faire là, etc. Et là aussi, ça joue. Et comme je vous disais, à Courcouronnes, 200 cambriolages par an qui sont arrivés, ils sont tombés à 60. Donc, et à Montgeron aussi, la baisse est plus de moitié sur les cambriolages en zone pavillonnaire. Quoi d'autre? Je vais reprendre là, pour le coup, je prends quelques anti-sèches de notre préparation. La vidéoprotection, ça a commencé à être déployé sur Sainte-Geneviève, il faut aller plus vite. Et ce qui est intéressant avec la vidéoprotection, c'est qu'on peut avoir des subventions de département pour le financer. Et de la région. Et de la région. Et de la région. Ce qui existe aussi, c'est évidemment de les disposer aux endroits nécessaires dans la ville, point de passage, point de problème. Moi, ce que je veux faire aussi, j'en ai parlé dans le Parisien et dans le Républicain, si vous avez suivi la presse il y a 3 semaines, c'est mettre en place des conseils de quartier citoyens dans la ville avec des budgets autonomes. Chaque année, il y aura des budgets alloués au quartier, des choses qui peuvent être réalisées en 12 mois. Et ben, si les habitants considèrent que le sujet prioritaire, c'est la mise en place d'une caméra dans leur quartier, d'autres, ça pourrait être des jouets pour enfants, enfin des parcs, que sais-je, il y a plein de choses qui peuvent être faites dans notre ville. Ben, si le sujet principal là-dessus, on installera des caméras dans ces quartiers. On peut aussi mettre en place des caméras mobiles pour aussi gérer des sujets particuliers. Sur les caméras, ce qui est intéressant, c'est que ça peut permettre aussi, ça s'est fait dans ces villes, de prévenir les attroupements de bandes de voyous quand ça commence à chauffer, c'est-à-dire que la police est avertie tout de suite avant qu'il y ait les affrontements, parce que l'idée c'est d'éviter qu'ils se mettent sur la figure, je vais dire autre chose, donc ça joue aussi là-dessus. Et on a en permanence des opérateurs qui sont là-dessus. Et comme je vous l'ai dit, moi l'objectif c'est de le faire de façon mutualisée, soit avec l'agglomération, soit avec d'autres villes. On n'est pas obligé de passer par l'agglomération, d'autres villes de l'agglomération. Ça peut être Fleury, où est-ce qu'elle est ça peut être Saint-Michel, ça peut être Morsan, ça peut être d'autres villes, même d'ailleurs hors agglomération, puisqu'on n'est pas sur les mêmes après avec Cancun ou autre. Le service anti-braquage, j'en ai parlé. Hop. Les commerçants, j'en ai parlé. Les missions, j'en ai parlé. La brigade canine, c'est fait. Je suis désolé, je prends quelques petites notes. Vidéoprotection, anti-braquage. On peut faire aussi de la verbalisation dans certains cadres avec la vidéosurveillance, c'est-à-dire certaines infractions du code de la route très importantes, on peut aussi les faire avec la vidéoprotection. Ah oui, on peut aussi mobiliser beaucoup plus qu'aujourd'hui les bailleurs pour que les gardiens puissent alerter aussi la police municipale sur des faits de délinquance dans leur hall d'immeuble, etc., beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et sécuriser aussi toutes les zones de HLM avec des dispositifs anti-intrusion. Il y en a certains, mais pas partout dans la ville. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a quelque chose qui m'échappe. Oui, il y a des sujets aussi sur le stationnement, évidemment. On peut verbaliser tous les excès de vitesse avec une police municipale. Et d'ailleurs, bon, c'est pas l'objectif, mais les amendes, il faut le savoir que sur 35 € d'amende, il y a 2-3 € qui sont reversés aux dispositifs de collecte, et c'est la ville qui a l'ensemble des éléments d'amende. C'est toujours pareil, l'objectif c'est qu'il n'y ait plus d'amende posée et que les gens aillent moins vite. En tout cas, c'est un petit élément de budget qui permet aussi de financer un petit peu la police municipale, même si on est bien d'accord que l'objectif c'est la sécurité. Un autre sujet qui est un peu corollaire de la police municipale, c'est tous les sujets de stationnement. On a évidemment verbalisation des gens qui ne vont pas respecter l'alternance quinzomadaire, des gens qui se garent sur les trottoirs, les poussettes ne peuvent pas passer, etc. Pour pouvoir circuler dans la ville correctement, la police pourra aider là-dessus. Sur Gabriel Péry, j'en parle parce que tant qu'on est sur le stationnement, il y a des dispositifs qui existent avec des traceurs automatiques de détection de véhicules. Donc les gens qui ne respecteront pas les zones bleues peuvent être directement, il y a une alerte, la police municipale vient, elle verbalise, ça coûte quasiment rien, c'est 50, 60 000 €. Vous savez, le budget de la ville, c'est 40 millions. Quand on voit passer ce qu'on voit passer, c'est pas ça. Et pour le coup, on peut avoir aussi une amélioration du stationnement sur Gabriel Péry. Je pense que j'ai parlé de pas mal de choses. Je vais passer la parole à Michael qui va se présenter et expliquer aussi très concrètement au Blanc-Ménil, dans le 93, d'où est-ce que vous êtes parti. Je vais pouvoir vous donner des chiffres. Et donner des chiffres et se présenter parce qu'en plus, Michael, en plus d'être adjoint au Blanc-Ménil, connaît bien l'Essonne, il travaille et même pour d'autres raisons que tu donneras même, connaît bien Sainte-Geneviève et même le Plessis-Pathé et il connaît bien aussi la ville. Donc voilà, je vais laisser la parole à Michael. Bonjour à tous. Je vais vous parler un peu du retour d'expérience sur la vie du Blanc-Ménil. 80 ans communiste.
On a passé notre temps à paupériser la population, à jamais la tirer vers le haut. Le tout étant de maintenir les gens sous perfusion et surtout pas avoir de gens brillants qui vont sortir de cette ville, malheureusement. On a quand même eu quelques exceptions. Moi, j'ai suivi effectivement Thierry Maignan, qui est le maire de la ville, qui est un môme du Blanc-Mesnil et qui a joué au foot, qui a ses parents ont travaillé sur la ville, ses grands-parents aussi à une époque. Et voilà, on s'est dit, on va se prendre en main, on va monter un peu dans le même titre, une liste un peu citoyenne qui regroupe différents horizons. Je pense qu'on était même les précurseurs en 2008, puis en 2014, on était peut-être même la liste la plus jeune. On a regroupé différentes personnes dans différents quartiers de la ville, on n'a exclu personne et on a gagné. On a gagné à 209 voix. Et pour vous donner un titre d'exemple, un an après, je peux vous dire que la vie de famille y est passée un petit peu entre guillemets, c'est peut-être pour ça que je suis célibataire. mais au bout d'un an, on a eu les élections départementales, donc notre élection départementale, elle est donc sur notre ville, plus 3 bureaux de vote sur la ville d'à côté. On a fait 63,7% des voix. On a travaillé énormément sur une ville qui était dite à gauche. Donc c'est pas une question d'étiquette politique, c'est une question de volonté et d'envie. Moi, quand j'ai commencé à faire campagne... C'était qui le candidat C'était déjà... Oui, c'était Monsieur Brami, si je dis pas de bêtises. Voilà, et c'est après Vijay qui a pris le... Alors après, le maire a souhaité par la suite démissionner pour pouvoir aller à la région, parce que l'idée étant d'aller chercher le maximum de subventions sur la ville. Donc on a laissé Vijay Monani, qui aujourd'hui qui représente la ville du Blanc-Mesnil sur le canton. Et monsieur le maire a pris donc la région avec Valérie Pécresse, qui était en charge du déménagement de la région, qui a fait des économies sur l'ensemble en millions d'euros. Donc voilà, l'objectif étant de mieux redistribuer l'argent aussi bien sur le plan local que sur le plan régional. Donc tout est possible. Voilà. Donc tout est possible. Ça a été une campagne difficile, je ne vais pas vous le cacher. Toujours nous stigmatiser en disant qu'on est des fachos, des racistes. C'est toujours la même. Moi en plus issu de parents d'immigration, je peux vous dire que ça a été compliqué, mais quelques points communs. Mais on a démontré en l'espace d'un an, les gens nous ont dit mais on regrette de ne pas avoir voté pour nous. On en est arrivé à ce point-là. Alors moi je prédis, je pense aux prochaines élections, un passage au premier tour pour le maire. Voilà. Donc l'idée c'est de travailler en fait. On n'est pas là pour soi, mais on est là pour les autres. Pour les jeunes générations qui arrivent, j'ai tendance à dire, même si j'ai 37 ans, il faut penser aux générations futures qui vont prendre la relève, qui vont penser à nos anciens, qui vont penser aussi aux plus jeunes. Donc je pense qu'on prépare le travail pour les nouvelles générations et c'est l'objectif de tous. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher, c'est un combat de tous les jours, il faut aller voir ses voisins, leur expliquer que... Moi j'avais souvent cet argument en politique de dire qu'est-ce qui a changé depuis qu'il y a tel maire en place. Les gens, à chaque fois, c'était la même réponse. Bon, il n'y a pas grand-chose. Je dis, faites l'expérience pendant 6 ans, et puis si vous n'êtes pas content, 6 ans plus tard, si ça n'a pas changé, ça n'aura pas changé votre quotidien, mais si ça a changé, vous pourrez nous remercier. Et puis, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens sont contents, et puis je suis aussi un interlocuteur direct avec les gens. C'est ce qu'il faut leur dire. Demain, vous pourrez, en tout cas, venir me demander quelque chose. Enfin, après, c'est ce que je dis, on n'accepte pas tout. Je n'ai pas promis d'emploi, mais j'ai promis aux gens d'avoir un meilleur cadre de vie. Et aujourd'hui, on l'a fait. Et dans quelques temps, on aura les élections et ça confirmera le travail qui a été fait sur la ville du Blanc-Mesnil. Donc je vous souhaite beaucoup de courage parce qu'il en faut, beaucoup de travail. Et ça devrait passer. Ça devrait passer. Quand je regarde, vous avez une particularité, c'est vrai que sur une petite ville comme Sainte-Geneviève, je regardais un petit peu les élections, les dernières élections. Ça ne joue pas beaucoup, il y a à peu près 11 000 personnes qui ont été votées sur 22 000. Ouais. Sur 22 000, c'est largement jouable. Il faut aller chercher ses voisins, il faut penser aussi à inscrire ses voisins qui font aussi partie de la communauté européenne et qui ont le droit de voter sur les listes électorales. C'est le moment de le faire, il faut aller chercher tous ces gens-là et leur dire il faut changer la ville, il faut embellir notre ville parce qu'il y a des défis demain, il faut savoir les relever. Et je vous le dis sincèrement, ce n'est pas les communistes et les socialistes qui vont pouvoir vous aider. Moi je l'ai vécu, mes parents l'ont vécu aussi, mon père était l'un des premiers à s'engager en politique et on est acteur du changement, donc ça va être à vous en fait de faire le travail. C'est un très joli sonore, Olivier.
je vais revenir, je vais vous donner quelques chiffres sur la création de la police municipale. Pour vous donner un exemple, donc c'est les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. En 2014, Donc au Blanc-Ménil. au Blanc-Ménil, donc quand on est arrivé, on avait 460 cambriolages. On a fait baisser ce chiffre de moins 60,87%. Vol de véhicules particuliers, 296 vols de véhicules, moins 62,16%. En chiffres, ça donne 460 cambriolages, 180 aujourd'hui. Les vols de véhicules, 296, on est passé à 112. Il y a une Tu peux baisse. rappeler combien de personnes il y a, quelle est la taille de la ville du Alors Blanc-Ménil? 56 000 habitants. Donc on est quand même une ville beaucoup plus étendue. Mais voilà, aujourd'hui, voilà les chiffres. Les vols à la roulotte, 638 en 2014, moins 56%. Les violences physiques, 994, moins 67,40%. Dégradation volontaire, 376, moins 45%. Vol lié aux biens crapuleux, 591, moins 74%. Donc sur un total de la délinquance d'une moyenne générale, on est passé à moins 62,79%, la baisse de la délinquance. Donc la police municipale influe réellement sur la délinquance. Et puis ça règle aussi parfois certains problèmes de stationnement. On en parlait tout à l'heure, effectivement, parfois on peut avoir oublié d'avoir déplacé, de changer son véhicule de côté. Parfois, au lieu de verbaliser, effectivement, on va passer, on va prendre la plaque d'immatriculation, on va voir qu'elle appartient au voisin, on va sonner. L'idée, c'est pas de verbaliser en fait, c'est d'améliorer le quotidien des gens, aussi bien sur la circulation que sur la partie lotage, le lien avec les commerçants. Quand vous avez une présence physique de policiers et même d'ASVP, parce qu'ils font un travail aussi remarquable, quand on est en tenue et qu'on a du bleu, automatiquement on se dit tiens, il y a une présence policière. Les voyous ne vont pas rester là. Et quand vous avez un système de vidéoprotection sur la ville, le taux d'élucidation augmente très vite. On parle d'une rue qu'on ne va pas citer pour ne pas porter la poisse, mais au Blanc-Ménil, la police nationale, on avait un taux d'élucidation très bas. Et aujourd'hui, avec les caméras de vidéoprotection, on a pu élucider énormément de vols, de cambriolages, et ce qui a permis finalement de repousser cette délinquance aux frontières de la ville. Donc ça, c'est un réel atout aujourd'hui, une police municipale. On a effectivement une brigade canine, on est armé, alors c'est ce que je disais au téléphone, c'est ce que je te disais au téléphone, mettre une police municipale armée, pas armée, pardon, je ne vois pas l'intérêt. C'est comme si vous étiez un informaticien et qu'on vous mettait un écran et que vous n'aviez pas de clavier. Enfin, c'est un peu, voilà, c'est un peu l'image. C'est un, pardon ? Oui, c'est vrai. Ouais. C'est ça, c'est un moyen de protection interne. Comme ils sont très nombreux, ils risquent d'être agressés s'ils ne sont que 2 ou 3. C'est ça. Ils sont impuissants dans ce cas-là. C'est ça. L'idée, c'est toujours aussi d'avoir c'est dissuasif et d'avoir aussi un rapport de force. Quand nous, principalement, on est sur des brigades de 3 ou 4 par véhicule, effectivement, alors quand on arrive, principalement au départ, c'est vrai que quand il n'y avait pas le même rapport de force, c'était toujours compliqué, mais quand vous êtes armé, déjà, il y a une pression qui redescend d'un côté, de l'autre, nous aussi, on arrive aussi un peu plus serein, parce qu'il y a le facteur du stress quand on est policier, donc on sait qu'on peut avoir nos armes à feu. Alors vous avez des armes intermédiaires, on ne va pas tirer sur tous les voyous, mais on a des armes intermédiaires comme le flashball, ou le PIE, le pistolet d'impulsion électrique, qui sont des armes aujourd'hui intermédiaires et qui peuvent, en tout cas, maîtriser une situation. Et puis, flashball, c'est quoi ? C'est des balles en caoutchouc en fait. Alors, ça a fait effectivement une polémique. Ça déstabilise la personne. Ah oui, c'est une balle en caoutchouc qui arrive à une forte vitesse en fait, et ça donne un impact. Vous avez un hématome en fait sur la partie, il faut viser sur la partie du buste aujourd'hui. Vous avez maintenant, alors on a beaucoup parlé du flashball sur la partie des CRS, mais il faut savoir que la police nationale n'a pas forcément le matériel dernier cri. Aujourd'hui maintenant vous avez des flashballs avec un stabilisateur qui vous dit en fait avec une petite lumière qui vous dit voilà, vous visez sur la partie du torse et pas sur le visage. Donc aujourd'hui voilà, quand on est maire d'une ville, on est en capacité de pouvoir se payer ce matériel-là qui vaut entre 2 et 3 000 euros. Donc c'est un par véhicule, donc c'est pas non plus si cher que ça. Et on peut avoir aussi, et ça me permet de rebondir, oui, donc nous ce sera une police municipale armée, pour toutes les raisons qu'on est en train d'évoquer. Il y a tous les types d'armes. Il y a également ce qui a été fait, ce qu'on appelle un tonfa. C'est ça. Qui est une sorte de matraque avec un manche qui fait des arts martiaux coréens. Voilà, qui permet aussi quand même de prendre moins de risques, parce que le but c'est pas qu'il y ait un drame, on est d'accord.
Et aussi dans la police municipale, dans le budget, il y a également la formation des agents municipaux, formation une fois par mois au tir, formation à ces armes, et tout ça, ça doit être complètement prévu. Et c'est aussi une des raisons de la montée en charge, c'est que les frais de formation, alors il y a des frais d'acquisition au début, et après il y a l'entretien. Voilà. Je vais pouvoir même te donner un chiffre. On est sur une moyenne, donc formation, équipement, armement, on est à peu près sur 50 000 € par agent. Donc entre les salaires chargés évidemment, l'équipement et l'armement et les formations aussi, on a à peu près 50 000 € par agent. Donc c'est un budget, voilà, c'est des éléments, voilà, on sait que quand on va monter en puissance sur une police municipale, on sait qu'un agent vaut 50 000 € sur une année à peu près. Donc formation, armement, équipement. C'est bon pour les assureurs après. Après, il faut avoir en tête, je donne juste un complément d'information, que si on a une quinzaine d'agents, la ville aujourd'hui, quand on prend tout ce qui dépend de la ville, y compris le CCAS, on est à peu près à 600 employés de mairie. Donc les policiers coûtent un peu plus cher, on est d'accord, mais ce n'est pas du tout hors de portée de notre budget. Et on a presque, en tout, si je faisais une cote mal taillée, même si on prend une dizaine, une quinzaine, on est sur 750 000 €. On a un budget de 60 millions d'euros, y compris l'investissement dans la ville. Donc vous voyez, c'est un 70e du budget de la ville pour faire une cote mal taillée. Hein. Donc peut-être un peu plus, mais vous voyez, c'est pas ça qui fait exploser les impôts, même s'il y a un coût. Nous, on va le dire, hein, quand on a repris la ville, on a trouvé du gras dans les caisses. Hein. Je vais vous donner un petit exemple qui va peut-être vous faire sourire. On a quand même trouvé de l'achat de Ricard à 30 000 €. Ah. Je peux vous dire qu'ils avaient la main lourde sur le budget. Ils ont pas refait. On avait nous 90 millions d'euros de budget, 88 millions d'euros de dette, avec les écoles qui ne sont pas refaites, les voiries pas refaites. Alors autant vous dire qu'on part, voilà, on part de loin sur cette ville-là, mais on a su dispatcher un peu le budget sur les premières problématiques de départ, aussi bien sur les écoles, parce que ce qu'ils avaient oublié, souvent c'est le cas des socialo-communistes, nous on a une clinique à la ville du Blanc-Ménil. Quand vous avez des enfants qui naissent, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir qu'on va avoir besoin d'école et qu'il faut diviser les classes. Donc ça, ils ne l'avaient pas prévu, mais ils n'ont pas cette notion en fait sur le budget, ils vont dépenser parce qu'ils ont pris une habitude. Ça fait combien d'années ici ça fait 70 ans. 70 ans, bon, on n'est pas loin, on est presque la même... depuis que le communisme existe, quoi. Voilà. Et ils ont pris, voilà, c'est l'habitude. Avant, c'était... Ah oui. Depuis toujours. Donc ils ont une habitude de gestion qui leur est commun. Et l'idée, c'est d'arriver effectivement de regarder les budgets, de les redispatcher et puis de faire des dépenses, on va dire, qui vont dans Vous avez, entre autres choses, un certain nombre de budgets de formation des employés municipaux qui sont comme par hasard fléchés sur la Ligue de l'enseignement. Bon, vous voyez, c'est que des structures de formation d'extrême gauche. On sait très bien qu'on peut trouver dépenser 5 000 € pour former un agent à un logiciel. Je veux dire, à un moment, bon, voilà, il y a pas mal de choses. Et effectivement, bon, il y a des choses qu'on verra quand on y sera. Il y a un autre point, parce qu'on est sur les finances, je fais un petit rebond. La façon dont ils ont géré la fusion avec l'Aglo est catastrophique. On a fusionné avec l'Arpajonais. On a aligné tous les salaires vers le haut. Et on a gardé tous les responsables. Donc vous aviez... on a gardé tous les chapeaux à plumes, et évidemment, il faut, en respectant les personnes qui sont salariées de l'Aglo, en les accompagnant pour qu'ils trouvent d'autres travaux près, quand il y a besoin d'un seul responsable, il y a besoin d'un seul responsable. Et plus on tarde à le faire, plus ça coûte cher. Donc il y a un coût de sortie, pour que la personne ait droit, alors c'est pas comme dans le privé, mais il y a des contractuels aussi. Il y a des marges de manœuvre, sauf que l'Aglo, c'est évidemment dans tous les cabinets de l'Aglo, tous les copains du PS, tous, tu retrouves tous les cadres de l'Aglo en train de tracter les tracts en campagne municipale. Donc à un moment, on va peut-être faire un peu différemment sur l'agglomération. Donc il y a pas mal de choses à faire, sachant que c'est aussi pour ça que avec tout ce qu'on a à la Croix-Blanche, hein, parce que c'est le premier centre commercial d'Île-de-France, les impôts sont fléchés vers l'Aglo et après l'Aglo nous redescend des subventions. Bizarrement, on était encore en débat d'orientation budgétaire et en commission la semaine dernière. Les subventions de l'Aglo, elles n'augmentent jamais. Alors que quand même, on n'a que des augmentations de taille de la Croix-Blanche. L'activité se développe. Après, il y a une question de circulation, on ne peut pas tout évoquer aujourd'hui, puisque si je parle de la circulation de la Croix-Blanche, vous savez que la réponse du maire, c'est qu'il faut y aller à un autre moment que le week-end. C'est génial, c'est génial. Il faut y aller à un autre moment, vous voyez. Bon. Bref, il y a un autre sujet, je discutais encore hier, il y a une personne qui est venue à la permanence qui travaille dans les écoles de la ville, et m'ont dit,
sur tout ce qui est service nettoyage des écoles. On a 5 encadrants pour tout ce qui est entretien des écoles. Dans d'autres villes à côté comparables, ils sont 2. Bon, il y en a 3, comme par hasard, ils sont tous au PS. Bon, voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui sont PS qui ne font pas leur travail. Je ne veux pas non plus. Mais à un moment, il y a une question de structure. Un autre exemple, la piscine d'en face, qu'ils ont fait de nouveaux projets associatifs, ont déjà le budget à dérivé de 50% par rapport au départ, comme d'habitude. Et on a 600 employés de mairie, ils ont trouvé personne qui pouvait gérer le projet. Ils ont été obligés de recruter quelqu'un et recruter au statut fonctionnaire. Alors que j'ai pris la parole en conseil en leur disant mais pourquoi vous n'avez pas donné des missions à quelqu'un? C'est aussi la gestion humaine, de donner des nouvelles responsabilités à des agents. Comme ça, ils sont heureux d'être dans la ville, c'est un nouveau projet, c'est encadrer des associations, il y a des gens qui sont délégués à la vie associative à la mairie, on pouvait faire ça. Ah non, on n'avait pas les compétences en interne, il fallait trouver quelqu'un d'extérieur, du privé. D'accord? Mais alors dans ce cas-là, c'est quelqu'un du privé qui est là pour monter le projet. Pourquoi on ne le prend pas en contractuel pendant 3 ans, comme ça après quand c'est monté, il forme quelqu'un en interne? Ah non, on l'a pris en fonctionnaire. Bon, le fait, ils l'ont monté, c'est un copain qui restera une fois qu'il aura monté le projet. Voilà. Donc, et ça, il y en a partout, les sujets sont infinis. On fera une réunion en janvier, j'espère que vous reviendrez, pour parler de tout ça et on va communiquer sur la campagne. Je te redonne la parole. Bon, on a presque tout dit, je pense, sur la sécurité. Après, l'enjeu d'une police municipale, voilà, nous, c'est ce qu'on a souhaité au Blanc-Ménil. On a de l'îlotage, on a effectivement les voitures qui patrouillent. On a même sur le système du cambriolage, on a même maintenant aujourd'hui, c'est directement sur les radios. C'est-à-dire que quand un commerçant appuie, au lieu que ça passe directement par le poste, ça passe par le poste, mais ça passe aussi par les radios avec l'adresse. Donc on peut directement se diriger dans la bonne direction. Effectivement, après, le chef opérateur appelle pour voir s'il y a une réponse ou pas derrière. Nous, on le voit, on a une police municipale qui est proche des habitants sur le Blanc-Ménil. Le recrutement était important aussi. On a parfois même recruté d'anciens gendarmes qui sont en reconversion quand ils finissent leur carrière, ils sont encore jeunes, donc ils reviennent chez nous. Donc on a su faire des bons recrutements, aussi d'anciens policiers municipaux de carrière, mais dans l'ensemble, voilà, on a une police, les gens aiment notre police. Pas forcément ce qui se passe quand on voit un peu les infos, mais on a une police qui est vraiment aimée, qui est appréciée. Et on a fait aussi une petite particularité parce que, alors on est une ville un peu différente, une sociologie différente. On avait pas mal de quartiers, donc de cités HLM, et on a trouvé la bonne idée de se dire on va faire une brigade équestre, qui a un coût, mais qui rapproche les gens, les habitants et la police. En fait, voilà, et ça permet aux plus petits, finalement, puisque c'est la future génération, de se dire ah ben tiens, j'ai un contact avec mon policier qui me fait traverser devant l'école. Il est aussi à cheval. Et en fait, on a créé ce lien en fait entre la police, grâce aussi à la brigade équestre, qui nous sert aussi en journée, puisque maintenant la plupart des cambriolages se font en journée. Il faut voir au-dessus des pavillons. Voir au-dessus des haies. Et ça, mine de rien, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à monter les murs un peu plus haut parce qu'on n'a pas forcément envie de se faire embêter. Mais ça permet aussi de dire, bah, tiens, il y a peut-être quelque chose là, à tel et tel endroit. On a aussi mis en place voisins vigilants. Ouais. Ça aussi, c'est une chose... Qui refuse de mettre en place ici. Alors, je ne suis pas étonné. Mais... Les gendarmes de Fleury, j'ai été cambrié les 2 fois. Les gendarmes de Fleury nous sont conseillés, surtout la 2e fois, de faire le voisinage vigilant. Ah, c'est ça. Ouais. Ben, ce qu'on mettra en place. C'est ça. Et ça marche bien parce que les gens vont faire attention globalement. Et après, on parlait de vidéoprotection tout à l'heure. Il est vrai qu'on ne peut pas mettre des caméras, même s'il y a des concertations, dans tous les angles de rue. Et quand il y a un problème dans une rue spécifique, quand on a autant de cambriolages, et tu l'as évoqué tout à l'heure, on est en capacité de mettre une caméra provisoire. Moi, j'ai fait le salon de l'Ipol il y a quelques jours. Et effectivement, aujourd'hui, on propose des produits qu'on peut mettre sur un candélabre ou qu'on peut mettre sur une batterie et cacher dans une voiture. Donc, effectivement, après, il faut un arrêté municipal pour pouvoir donner l'autorisation, mais ça permet au moins de se dire, tiens, à tel endroit, il y a une problématique. On va peut-être pas mettre une caméra avec un mât parce que ça coûte cher, mais on va mettre une caméra provisoire qu'on va raccorder soit dans une voiture avec une batterie de 8 heures, ou soit dans un candélabre discrètement pour pouvoir filmer. Et là, effectivement, quand vous les attrapez, parce que ce sont les mêmes systématiquement, et ben, vous avez un taux d'élucidation qui augmente, et puis vous avez moins de cambriolage, et puis ils iront ailleurs. Après, ça sera aux autres maires aussi de faire le travail dans les autres villes. Ça coûte cher les caméras que l'on peut mettre Alors, comme à Grigny. Voilà, ça a un certain coût. Après, il faut évaluer si vous la mettez en fibre optique, si vous la faites passer par radiofréquence.
chaque ville a ses problématiques et c'est, enfin, tout dépend. Je ne sais pas s'il y a la fibre ici, mais Elle est en train d'être voilà. Donc, l'idée, nous, Pas encore partout, mais voilà, ça arrive, nous, ça arrive. Quand on a mis la fibre, en fait, on a dit à l'opérateur, quand on a mis la fibre au Blanc-Ménil, on est encore aussi en cours d'installation, on a dit il faut nous prévoir on appelle ça, enfin je vais vous dire deux câblages, 2 fils à l'intérieur pour pouvoir raccorder nos caméras. On a profité du passage de la fibre pour pouvoir dire tiens à tel endroit on veut une caméra. C'est une vision globale qu'on a voulu avoir puisqu'on était aussi en retard sur la fibre optique. Moi je suis aux portes des arrivages de la drogue. D'accord. Je suis juste en face, je suis téléspectatrice. Je rebondis sur ce qu'a dit Donc Michael. une caméra devant chez moi, j'ai deux lumières Deux candélabres. à la rue et une qui serait bien placée ou qui voit l'impasse dans laquelle les gendarmes sont. Et ce qui est important sur les caméras aussi, et là, pour ce éviter serait bien d'avoir une caméra comme ça. Est-ce que ça coûterait cher, c'est ça? tout a un coût. Et je vous dis, on revient sur le même sujet. À un moment, je pense que d'abord on peut faire des économies. Et après, c'est quoi le coût d'un cambriolage? C'est quoi le coût de ne pas pouvoir sortir le soir en ayant peur d'être agressé? C'est quoi le traumatisme d'un jeune qui se fait agresser et racketter? Voilà, à un moment, dans notre pays, il y a, je trouve, des dépenses qui ne sont pas nécessaires parce qu'elles ne sont pas objectivement de responsabilité de la mairie. La sécurité, c'est à la politique de l'assurer. Le national ne le fait pas, ou pas assez. C'est un autre sujet. On a une baisse d'effectifs constant. On n'avait même plus de commissaire à Saint-Geneviève-des-Bois. Il y en a un qui va peut-être arriver. Il y a des rumeurs de fermeture de commissariat d'Arpajon, ce qui veut dire que le commissariat de Saint-Geneviève devrait couvrir une zone encore plus grande et tous les effectifs ne viendraient pas ici. Donc ça risque d'empirer. Donc là encore, on en parlait tout à l'heure, nous on va anticiper. Donc ça a un coût, mais je vous le dis par rapport à 60 millions d'euros de budget de la ville, il y a largement de quoi faire. Par ailleurs, on en reparlera, les 15 millions d'euros cramés par Léonard en francs suisses, ça nous permettrait de payer pas mal de police municipale. Donc c'est eux qui ont mis les caisses à sec de la ville. Nous, on va remonter la pente, ça va prendre du temps, mais on fera ça de façon justement raisonnable. La brigade équestre, je vous en avais pas parlé parce qu'effectivement, c'est un coût important. Et on ne commencera pas par ça parce que ça coûte quand même très cher. Et il faut cibler sur les sujets que j'ai évoqués au début. Et on peut le faire pour l'instant sans brigade équestre. Si on peut s'en passer, on s'en passera. Moi, je dépense d'argent. Moins vous dépensez d'argent, parce que c'est pas le mien, hein, je vous rappelle. Donc moins nous dépensons d'argent, mieux c'est. Mais par contre, il faut le dépenser quand c'est adéquat. Sur les caméras, un point important, il faut les disposer aussi qu'elles puissent se voir l'une l'autre pour éviter des dégradations des caméras. Ce qui veut dire qu'en fait, chaque caméra est protégée par les autres. Voilà. Quand c'est possible, hein, s'il y a un spot très précis, on la sécurise, on la met plus haut. Bon, après, c'est de la technique. Ça m'a fait penser à 2 éléments dont j'ai oublié de vous parler. Il y a un service aussi qui existait à la police municipale, évidemment le lien avec Tranquillité Vacances. Vous pouvez vous inscrire pendant toutes les vacances avec des rondes régulières de la police municipale chez vous, et avec voisins vigilants, vous avez l'intervention. Il y a un autre service qui était proposé à Courcouronnes et qu'on pourra proposer sur inscription et gratuit pour les personnes âgées. Elles peuvent faire des retraits aux distributeurs sécurisés. C'est-à-dire qu'elles s'inscrivent gratuitement, elles préviennent la police municipale, alors il faut faire à l'avance, hein, c'est pas une minute, pour aller au distributeur, accompagné par un policier municipal. Alors ce sera, j'imagine, le distributeur qui est pas loin du poste de police municipale, pour voilà, on trouve un sujet. Mais en tout cas, c'est un dispositif qui est possible également. Alors nous on a remplacé ça parce que c'est vrai que quand une police municipale arrive, il y a énormément de travail sur le départ. C'était une de leurs premières missions, mais on a compensé en fait par autre chose. C'est une petite idée que je mets en passant. On a mis une navette municipale donc dédiée aux seniors. C'est-à-dire que quand on a besoin de faire ses courses dans le centre-ville, parce qu'on habite un petit peu loin du centre-ville, et quand on vieillit, c'est vrai qu'il y a des problématiques de déplacement, et bien cette navette-là, on l'appelle, vous prenez rendez-vous, et en fait elle va prendre vos voisins, et puis elle va vous emmener faire vos courses. Ça vous permet aussi de tirer de l'argent, et surtout d'aller faire vos courses en groupe, et puis ça permet aussi d'animer, je veux dire, de se rencontrer, parce que quand on vit seul, et quand on est isolé aussi... Ça se fait à Angers. Voilà, donc nous on l'a fait, on l'a fait sur le Blanc-Ménil. C'est une petite idée que je fais en plus. Et qui ne coûte pas très cher, puisque nous on l'a fait financer par les commerçants.
avec des petites pubs sur le véhicule. Alors, on a la particularité d'avoir un Leclerc chez nous, donc il nous l'a financé sans mettre de pub, il a dit c'est pas très grave, mais certains commerçants... Nous, on a un carrefour un peu emblématique et la nouvelle directrice est assez constructive. Voilà. Donc on peut tout à fait, vous voyez, Voilà. c'est un exemple parfait d'une initiative qui ne coûte pas d'argent, ou quasiment rien. Et on a trouvé des employés pour le faire, on n'a pas été obligé d'embaucher pour le faire. Justement, là, moi, je vais rebondir. Allez-y, parce qu'on passe aux questions et aux échanges. Je vais rebondir un petit peu sur ça. Vous disiez tout à l'heure que, justement, les commerçants auraient un système pour rappeler tout de suite le centre de surveillance. Donc, je ne sais pas où il serait, ce centre de surveillance. Il est à la mairie, il serait quelque part... Pour l'instant, il faut des locaux. Oui, bon. Ceci dit, les commerçants aujourd'hui, il y en a certains qui sont abonnés à des centres de télésurveillance. Pourquoi, à ce moment-là, ne pas aussi demander une petite participation? Parce que pour financer justement tout ce système, les commerçants, au lieu de payer à un système de télésurveillance qui se trouve je ne sais où, là, à 200 km, pourquoi ne pas justement faire payer ces commerçants justement pour pouvoir se relier à ce central de télésurveillance? Et je vais aller plus loin. Ouais. Pourquoi pas aussi pour les particuliers? Moi, j'ai un système de télésurveillance. Je paye 40 € tous les mois Alors, il y a un système de télésurveillance. Moi, je suis prêt à payer à la commune. Pourquoi pas? Ah oui. Donc c'est du financement supplémentaire. C'est compliqué en fait, c'est dans vos impôts que vous le payez. Ouais. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas donner à la mairie un chèque en disant surveillez ma maison. Non. Je le donne bien pour je sais bien, en termes de législation, c'est pas possible. Vous le payez dans vos impôts, comme les commerces en fait payent leurs charges, payent leur impôt sur la ville. L'idée c'est de mettre un service en fait qui est déjà compris dans votre impôt. Après, il y a un système c'est la législation aussi française qui est en cours. Par contre, ce que vous pouvez faire, et ce qui n'empêche pas, c'est dans votre alarme, c'est directement mettre le numéro de la police municipale sur votre alarme. Et dès que votre alarme sonne, ça va envoyer un message, en fait, le même message en disant maison visite, un message standard que vous allez avoir sur votre alarme. Je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui. Si, ça se fait très bien. Ça se fait. Vous pouvez renvoyer, nous on le voit, moi j'ai travaillé sur le Val-de-Marne. La police n'accepte pas que justement... La police nationale. La police nationale. Là on vous parle d'une police municipale qui sera aux ordres de monsieur le maire. Donc quand monsieur le maire décide quelque chose, on fait. Ça c'est un bon principe ça. Je suis bien placé. Moi je suis des deux côtés de la frontière, c'est-à-dire que je suis élu et je suis policier dans une ville. Donc voilà, je sais bien ce qu'il en est. Je ne comprends pas. Par exemple, le service de l'eau, c'est quand même bien une émanation de la communauté de communes. Oui. D'accord. Est-ce que je peux vous répondre avant l'eau? Je paye l'eau, je paye bien. Pourquoi est-ce que je ne paierais pas un système de télésurveillance? Alors je vais vous répondre aux trois même, parce que vous avez trois questions. Sur les commerçants, je suis dans le même esprit que Michael, et de toute façon on a des contraintes législatives, c'est la France quand même. On a beaucoup de cadres juridiques, donc on les respecte, c'est quand même bien pour un élu et pour une équipe. En revanche, ce qui est fait, c'est vrai que les commerçants payent, et ils payent, je vais vous dire, des impôts de façon quand même importante dans notre ville, parce que évidemment, comme ils ne sont pas tous électeurs, on sait ce qu'au font les socialistes, ils augmentent les impôts sur ceux qui ne votent pas. C'est souvent comme ça que ça se passe. Ce qui est fait ailleurs. Les commerçants peuvent voter. Oui, mais pas toujours. Pas toujours. Souvent, ils votent dans leur ville, parce que ça arrive. Et certains habitent Sainte-Geneviève. Ce qui a été fait, et je pense que c'est... Non, je pense qu'on fera ce dispositif-là. Ils installent à leurs frais la caméra et le matériel pour être relié à la police municipale. Donc ça coûte 400-500 € pour installer le dispositif, ça a un peu monté, mais on est de l'ordre de 500 € pour l'installation du matériel. Ensuite, l'abonnement pour être relié à la police municipale est inclus dans les impôts, si j'ose dire. L'idée aussi, c'est quoi? Si ça coûte trop cher, tout le monde ne va pas s'inscrire, il y a certains qui vont dire ah ouais, mais moi je veux pas, j'ai déjà mon truc, etc. Donc de toute façon, effectivement, ils sont reliés à ce dispositif. Au lieu d'être avec d'autres alarmes, ils se désabonnent des autres alarmes, ça leur finance l'acquisition du matériel. Et après, ça ne coûte plus rien. L'idée quand même, c'est qu'à la fin, moi l'idée de la gestion de la ville, c'est qu'on fasse payer moins d'impôts à tout le monde. Donc pour le même service, ou en tout cas qu'on essaie d'économiser. Donc là, c'est le même esprit. Au lieu de payer à des privés, ils vont passer sur le dispositif de police municipale. Par contre, c'est eux qui installent le matériel, qui en sont responsables. Pour les particuliers, effectivement, vous pouvez mettre le numéro de la police municipale. Donc vous avez, quelque part, pour le même prix, un meilleur service. Voilà.
Pour l'eau, Surveillant. on pourra en reparler à une future réunion sur les finances qu'on fera en janvier. Vous avez payé moins cher votre litre d'eau depuis que c'est passé en régie publique. On travaille sur le dossier parce qu'il y a des subventions qui sont faites au niveau de l'agglo à ce service-là. Et au final, est-ce qu'on paye moins cher au total ? C'est pas tout à fait certain. Je dois creuser un peu le sujet, mais c'est un sujet à revoir pour la suite parce que voilà, là je dois encore travailler un petit peu dessus. À vous la parole, c'est bien, monsieur, vous avez ouvert le bal, si vous avez d'autres. Je confirme, monsieur, ça coûte bien 40 € parce que j'ai ce qu'il faut. 43 € maintenant parce que quand, au lieu d'être sur l'ordinateur, c'est sur GSM, je sais pas quoi. Donc maintenant, je peux partir tranquille. Il peut y avoir une coupure de courant, ça marche. Oui. Et vous avez même ça ne marchait pas autrement. Hein. Vous avez même des dispositifs. Alors moi, je ne suis pas un grand bricoleur. Tous ceux qui ont mis de la permanence ici peuvent en témoigner. Mais vous avez des alarmes que vous pouvez mettre aussi vous-même, sans forcément de relais, des types Somfy, etc. Ou que vous pourriez brancher sur la police municipale. Donc là, c'est un peu le même principe. Vous mettez à votre frais un autre type d'alarme et après, vous n'avez plus d'abonnement et vous êtes lié à la police municipale. Oui, non, mais c'est un petit peu dans Donc ce voilà, sens-là, mais sachant quand même, l'idée, je c'était qu'on termine était sur un prêt. point qui est Je pense important. que les gens ils sont prêts à payer un peu quelque chose. Je mais termine c'est sur un aussi point, de- c'est que la police municipale ne sera pas 24-24, sinon c'est hors de prix. C'est ça. Ce qui se fait généralement, c'est minuit ou 3 heures du matin. C'est ça. Et ça suffit, parce qu'après 3 heures du matin, de toute façon, c'est d'autres faits de délinquance, et c'est pas forcément des cambriolages, parce qu'ils ne viennent pas forcément quand vous êtes chez vous. Les heures de pointe pour les cambriolages, c'est 9h-11h, 14h, 17h, et c'est aussi à ces moments-là qu'on fait patrouiller les ASVP, comme j'en parlais tout à l'heure, pour voir ce qui ne va pas. Donc en plus, ça tombe bien, parce que là, c'est pendant les horaires d'ouverture des ASVP. Mais je vais ajouter quelque chose. Ça n'est jamais arrivé, mais tant mieux pour moi. Mais dans mon contrat, c'est compris que s'il y a agression, si quelqu'un rentre dans la maison, le service de sécurité, parce qu'il regarde sur des écrans, ce n'est pas des petits bonhommes comme ça. Ce sont des hommes et des femmes qui regardent bien dans des caméras, dans des... Ouais, c'est filmé en direct. Dès que ça Voilà. sonne, c'est Et filmé en en direct. direct, pour savoir et si c'est s'il y a quelque chose, ils préviennent le commissariat Ouais, c'est le plus proche de votre domicile. Ouais. C'est Et là, qu'est-ce qui se ça qui est le passe? plus important. Et là, le commissariat n'a pas le temps de venir. Voilà. C'est ce qu'on appelle la levée de doute. Ah oui, C'est fait systématiquement, ils téléphonent et là ils me l'ont confirmé encore. Alors après, c'est vrai qu'en police nationale, vous avez, voilà, on le sait bien, il y a des problèmes d'effectifs. Les secteurs sont de plus en plus grands. Il y a certains commissariats, comme on en parlait, qui vont peut-être fermer. L'idée d'avoir une police municipale, c'est ça, c'est de pouvoir en fait apporter un soutien en fait. Parfois, on est même, je disais souvent, les primo-intervenants. On arrive même avant la police nationale sur certaines interventions, parce que certains aujourd'hui maintenant ont le réflexe d'appeler la police municipale, qui est beaucoup plus, on va dire, mobile en fait. Oui, il y a un numéro de police municipale qui existera, ce ne sera pas le 17. Et- Le et- 17, et elle est plus le temps que ça proche. tourne, vous avez le temps. Comment? Elle est plus proche. Et elle du est fait. plus proche, voilà, et elle est plus proche. Donc nécessairement, il y a plus de réactivité. Hein. Alors chez nous, on avait 2 gendarmeries mobiles qui circulaient. C'était très bien, ils ont évité certains cambriolages. C'était à Fleury, hein, parce que. Voilà. Et il faut savoir, quand je suis arrivée à Fleury il y a une quarantaine d'années, j'habitais en appartement, donc dans des résidences, des immeubles qui étaient pourtant bien conçus, mais on avait des jeunes délinquants qui arrivaient de Saint-Hubert toutes les nuits. On les a, il y a des hommes de la prison qui ont fait leur enquête et ils ont retrouvé des gamins de 15 ans, de 10-15 ans le soir, là, qui cambriolaient les sous-sols. Mais maintenant, il y a un système de sécurité de boutons. Mais les câbles, il n'y en a plus. Alors, Et, qui il y a d'autre pas allait d'ouverture lever la main de pour les syndicat. questions? On va essayer d'en donner un peu à. C'est complètement fermé. Ouais. On va faire circuler la parole sans Oui, micro. on est pour un municipal. Allez-y, madame. Non, je disais que c'est très bien d'en créer une, justement, de renforcer, parce qu'apparemment il y a une voiture qui se promène. Ouais, voilà, mais ça vient d'être- Surtout solide, quoi, avec la formation, comme vous expliquiez, c'est important. Oui, oui. Une seule voiture sur un territoire aussi Mais grand ça comme le suffit vôtre, pas. ça C'est- suffit pas, c'est- faut pas être dupe. Après, Oui. nous, on le sait bien, ils nous ont- Évidemment. avant les élections, ils nous C'est ont sûr dit qu'il on faut va développer créer. le système. Voilà. Et ça nous fait même rire, ils
disent que non, mais c'est nous qui avons. Ils ont juste créé des statuts sans mettre personne. Ah Et oui. la police municipale, c'est nous qui l'avons mise en place. Voilà. Après, quand on arrive à une élection, c'est marrant, on se réveille, tiens, on va écouter, j'allais dire, on ouvre sa fenêtre et on entend les gens, les habitants se plaindre. Mais à un moment, sa fenêtre, il faut qu'elle soit ouverte tous les jours. C'est ça. Donc, Voilà. ils vont peut-être faire une annonce d'une ouverture du poste avant les élections. Ça, c'est bien connu en disant c'est nous qui l'avons fait, mais c'est que de la poudre aux yeux. C'est de la com. Il y a combien de caméras officielles dans la ville? J'ai pas la réponse, je dirais une vingtaine. Ouais, aussi. Je dirais une vingtaine. C'est sûr? Et là, c'est pareil, comme par hasard, tout d'un coup, il y a un programme d'équipement de caméras, etc. Ouais, je crois qu'il y en a une Pour dizaine. ouais, il y en a une vingtaine. Bon, ce sera précisé noir sur blanc dans le programme qu'on mettra là, je ne sais pas le détail. Et de toute façon, il faut de l'humain. Il faut de l'humain, et ça, c'est Ah sûr oui, qu'il n'y c'est est pas. important. Il faut que ce soit armé, parce que vraiment... Alors, je vais revenir dessus aussi, parce que j'ai vraiment travaillé le sujet, et j'ai posé la question un peu sans a priori à Frédéric, hein, qui est le patron de la municipale des villes dont j'ai parlé tout à l'heure. Je lui ai dit, mais pourquoi il faut les armer? Parce qu'au départ, moi j'ai aucun a priori sur les sujets. Quand je commence à les découvrir, je regarde à fond et j'essaie de prendre la meilleure position. Il m'a dit plusieurs choses. Il faut les protéger. Et c'est vrai qu'en plus, les gouvernements ont commencé à solliciter les policiers municipaux, y compris contre la lutte contre la radicalisation ou des choses comme ça, et puisqu'ils veulent faire le travail que nous payons plutôt que l'État, parce qu'on paye déjà suffisamment d'impôts. Donc il faut les protéger, les gens ne font pas la différence en uniforme, donc vraiment, vraiment, il faut les protéger. Il y a un deuxième sujet qui est vraiment en interne quand on a des professionnels, ils disent, en gros, si tu veux des bons, il faut des mecs armés. Sinon, ils n'iront pas au contact, sinon c'est des poutrins. Si tu veux des gens vraiment motivés pour leur protection, gilet pare-balles, armes, et comme ça, tu recrutes les meilleurs. Parce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est comment arriver à recruter. Parce que déjà, le maire en conseil nous a dit, c'est difficile, parce que là encore, hein, ça devait ouvrir début janvier, la police municipale, et puis ça a pris du temps. Bah, évidemment, si vous ne les armez pas, vous n'arrivez pas à recruter. Et je dis, on en manque de partout des policiers municipaux. Donc j'ai posé la question, bah, comment tu attires? Il dit, tu les armes, tu les payes, donc ça veut dire que tu les prends, alors il y a un encadrement, tu payes les heures supplémentaires. Tu payes les heures supplémentaires. Et ceux qui sont là, ceux qui seront payés, tu vas voir que ceux qui en ont marre de ne pas être payés, qu'on se fiche d'eux ailleurs, ils vont être payés. C'est pour ça que le budget il sera prévu correctement. Dans les 50 000 €, j'ai prévu des heures supplémentaires. Heures supplémentaires, les primes au bon niveau. Bah, c'est comme pour beaucoup de choses dans la vie, hein. Si vous voulez un bon professionnel, ça ne vous coûte pas le prix d'un charlot. Hein. Donc c'est pareil, la police municipale. Donc c'est pour ça qu'il faut réellement les armer pour pouvoir les avoir dans notre vie. Alors, chez vous avez un budget annuel de combien? On est sur 1,5 million. Combien? 1,5 million. Et vous avez combien d'agents? On est sur 35 policiers municipaux, plus une quinzaine d'ASVP. Et on a souhaité aussi solliciter des... Alors, je ne vais pas dire des papis et des mamies pour école, mais pour ceux qui avaient la possibilité en fait, d'avoir un peu de temps libre, on les a formés en fait, pour aller faire traverser les enfants sur la voie publique. Donc on les paye en fait, voilà, sur un cadre horaire, le matin, le midi. Alors certains étaient contents puisque ça mettait un peu de beurre dans nos épinards, même quand ils étaient à la retraite. Et puis ça les faisait sortir, ça leur faisait rencontrer les enfants. Donc on ne les mettait pas effectivement dans les grands axes, mais dans des points écoles où c'était voilà, où il y avait un peu moins de circulation, mais ça permettait aussi. Ils étaient aussi un relais aussi à travers la police municipale en lui disant tiens, il y a des problèmes de stationnement à tel endroit, est-ce que vous pouvez venir? Ils ont un lien avec la police municipale, donc on a recruté parfois des gens. Des sortes de référents c'est ça. pour une certaine autorité qui. Voilà, c'est ça. Avec effectivement avec un chapitre. 50 000 par mois, non? Par an. On les prend sur la période, en fait, sur toutes les périodes des Non, mais le coût, 50 000 € par mois ou par an? Ah, c'est par an. Non, 50 000 €, alors 50 000 € par an chargés. Ça, c'est les patrons de la Sémardelle, ça, 50 000 € par mois. Vous savez, c'est ce de déchets. 750 000 € les copains de Julien Drey. Pour être clair, c'est 50 000 € par an chargés. Donc avec charge compris. On a tout compris. On a compté les formations, les heures supplémentaires, on compte tout dedans. Les locaux, tout ça. Il faudrait aussi que les gens soient informés. peut-être de les... Alors, ça me permet de rebondir sur quelque chose dont je ne vous ai pas parlé. Une police municipale, il y a aussi dedans toute la sécurisation des abords des écoles, qui n'est pas fait chez nous. Et pas dans toutes les écoles, y compris pour des questions d'accident. Il y a des personnes qui m'ont parlé des écoles à Aubel, vous avez qui peut accéder aux écoles, et vous avez aussi un plan de prévention anti-attentat. Alors bon, pareil, qui doit être respecté.
Et pour ça, de la même façon qu'on fait de la télésurveillance pour les commerçants, les directeurs d'école ont des référents pour pouvoir alerter en direct en cas de problème. Et avec régulièrement des exercices, etc. Donc ça, c'est aussi très important. Bon, c'est toujours pareil, on espère que ça n'arrivera pas, mais c'est en mettant en place ces dispositifs, parce que, bon, vous savez que Saint-Nueve-des-Bois, on a malheureusement eu le cas d'Ilan Albi. Moi, je pense que ça nous met aussi sous le feu des projecteurs sur ces sujets-là. Donc voilà, on peut avoir des sujets là-dessus. Un autre sujet, des choses qui ne coûtent rien et qui permettent de juguler la délinquance. Il y a un système aussi possible, une fois que les commerçants adhèrent à la télésurveillance, il y a aussi un autre système de SMS de prévention des cas de délinquance. C'est-à-dire que quand ils se font agresser ou qu'ils ont des arnaques, ils ont aussi directement, tous les autres commerçants sont informés qu'il y a eu quelque chose. Parce que souvent, les banques font les commerces les uns après les autres. Donc ça permet d'avoir des vigilances, même des escroqueries, des escroqueries au chèque, tous ces sujets-là. Il y a des vols. Voilà la maldeuse. C'est-à-dire qu'on fait croire qu'on a donné un billet et puis qu'on ne nous a pas rendu la monnaie. C'est assez courant chez les commerçants en disant mais non, je vous ai donné tel billet. Et ils font tous les commerçants. Donc là, on alerte directement. Donc c'est pareil, c'est du partage d'informations. Ça ne coûte pas grand-chose pour le mettre en place. Et c'est tout ça qui fait baisser les vols par ruse aussi. On pourrait mettre un même système pour les seniors qui s'inscriraient, pour les vols par ruse. Dès qu'il y a eu quelque chose, tout le monde est au courant. Et voilà. Justement, au sujet d'information, moi j'ai été cambriolé 6 fois dans le même mois. J'avais un commerce à la gare, j'habite à côté de la grotte. Et pendant que je travaillais, j'étais cambriolé. D'accord. Je suis allé au commissariat. J'ai dit, mettez une caméra devant chez moi, j'en ai rien à foutre qu'on surveille ma vie privée, j'ai rien à cacher, mais faites ça. Si on m'avait mis une caméra et tout, mais maintenant, il y a plein de commerces qui ont été cambriolés, ils savent où il faut couper les fils, ils connaissent tout. Donc les caméras de surveillance locales, ça c'est indispensable. Et alors, pour continuer mon truc et tout, j'ai fait la politique à l'époque, comme toi, quand j'étais plus jeune, et je sais très bien que la mairie donnait des instructions au commissariat pour ne pas dévoiler ce qui se passait, les cambriolages et tout, pour dire, vous voyez, la commune, elle va parfaitement bien. Si l'on était informé des cambriolages dans une rue, les gens de la rue feraient un peu plus attention, etc. On n'est pas informé. Moi, à la suite de 6 cambriolages, la 7e fois, ils m'attendaient, les Roumains, coup de couteau ici, c'est passé 1 centimètre de la carotide. D'accord ? Un an après, grâce aux traces ADN, ils ont retrouvé un des mecs, ils étaient 4, d'accord ? Je suis passé au tribunal d'Evry en comparution immédiate. Dans un premier temps, le mec a refusé son avocat commis d'office en disant je prouverai que j'étais chez mes parents en Roumanie, cette date-là. On repasse 1 mois après, avec son propre avocat, il a immédiatement, c'est un faux cul de première, jamais m'a regardé dans les yeux, il parlait qu'à sa traductrice. Et immédiatement, il dit qu'il était là, mais qu'il faisait le gay. On avait dit qu'il faisait le gay, il y en a 2 qui ont fait une zigouillée, d'accord ? D'accord. À un moment, on attend le jugement. La présidente avait demandé 20 ans de réclusion, d'accord ? On est dehors, on met une clope, on attend le résultat. Au résultat, 2 ans de prison et 5 ans d'interdiction en France. C'est-à-dire 2 ans après, on le ramène en Roumanie, et peut-être que 15 jours après, il revient avec d'autres papiers et va zigouiller quelqu'un. Voilà. C'est problématique. C'est qu'à ce moment-là, il y a un mec du Républicain ou du Parisien, je ne me souviens plus, qui m'a interviewé, et c'est passé dans la presse quand même le lendemain. Mais il a fallu ça, parler au tribunal d'Evry et tout, pour qu'on le sache. Personne ne comprend. Je vais vous parler sur la partie. Combien y a-t-il de cambriolages à Saint-Geneviève? Est-ce que quelqu'un les chiffre? Bien sûr, le commissariat les chiffres. Je les ai demandés, mais... Le commissariat, il faut regarder après sur les chiffres du ministère de l'Intérieur. Moi, je vais vous répondre. Au Blanc-Ménil, on a opté pour une autre stratégie quand on a mis une police municipale. Quand on attrape quelqu'un, on le met sur le journal de la ville. Et ça, c'est un impact. Parce que les gens se disent, notre police, elle sert à quelque chose. Quand vous communiquez, nous on n'a pas honte, on le dit, alors on n'arrivera jamais à 0%, il ne faut pas se mentir. À un moment, ça passe aussi à travers les mailles du filet. Mais on a quand même attrapé certains réseaux sur la ville. On a eu donc un réseau qui nous avait fait augmenter notre taux de cambriolage. Il avait fait 130 cambriolages. Donc le même groupe qui a été attrapé grâce aux caméras. Donc après, il y a eu une filature aussi avec la police nationale, tout ça, ça a été une enquête. Mais dès qu'on attrape en fait quelqu'un sur la partie commerçante, sur un cambriolage, on le met sur le journal de la ville parce que les gens, quand on paye un impôt, on a envie de savoir le résultat. Et le résultat est sur le journal de la ville. Voilà. Et je rebondis sur un dernier point dont je n'ai pas parlé aussi.
La police municipale, elle intervient aussi vis-à-vis de la jeunesse. C'est-à-dire, ce qui est fait, peut-être d'ailleurs aussi au Blanc-Ménil, mais en tout cas ce qui est fait à Courcouronnes et à Montgeron, c'est dès qu'un jeune commence, je vais utiliser le terme, à déconner. Insulte aux parents, insulte avec aux professeurs, bagarre, toutes les bêtises, pour ne pas dire autre chose, qu'il peut faire. S'il est attrapé, interpellé, ou alors il est signalé, parce qu'il y a des partenariats, j'avais dit, des conventions qui peuvent être faits avec les collèges, avec les lycées, avec la police municipale. Convoqué devant le maire qui a des pouvoirs de police. On le fait. Article 511, je ne sais plus, du Code de la famille, 513, bon, là je ne l'ai plus par cœur, mais je peux vous le retrouver. Où est-ce qu'il est? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un article qui le permet. Il est convoqué. Au lieu de le déférer au parquet, enfin aux autorités judiciaires, on lui propose un deal. Travaux d'intérêt généraux dans la ville, s'occuper des personnes âgées, aider les faire courses, 3 mercredis de suite, 3 heures de disposition à la ville, nettoyage, que sais-je. Généralement plutôt quelque chose en lien avec d'autres personnes. On le remet au cordeau. Alors c'est soit le maire, soit, en l'occurrence, là c'était le patron de la police municipale qui prenait entre quatre yeux, qui lui expliquait les choses. On convoque les parents aussi. Et on le met devant le fait accompli. Et c'est soit il part avec une mise en examen, enfin il suit quelque chose de judiciaire, soit on lui propose, on ne transmet pas le dossier, mais travaux d'intérêt généraux. Donc il y a un article qui encadre ça, hein, parce que tu peux peut-être le préciser. Et comme je disais, en général, ces gamins-là, on ne les revoit pas. Mais on les prend avant, hein, je ne vous parle pas des grands délinquants, etc. C'est dès que ça commence à monter. C'est quand c'est du petit, voilà, on va dire, du petit délit, ou parfois un manque de respect envers un habitant, quoi que ce soit. Nous, monsieur le maire chez nous, c'est vrai que ça a été une première, on l'avait même un peu médiatisé sur son Facebook, et ça avait bien marché. On a reçu les parents, le maire a convoqué les parents. Et c'est vrai que quand vous êtes convoqué par le maire, parce qu'il y a un manque de... Les gens ont perdu certains repères en fait. Et quand vous avez un maire fort, quand vous êtes convoqué par lui, on se dit ah, effectivement, notre enfant a peut-être un peu dérivé. On peut comprendre qu'il y a des problèmes de famille, mais on remet un cadre. Donc effectivement, si l'enfant a peut-être un problème de comportement, d'attitude, peut-être qu'il n'est pas inscrit au sport, on peut peut-être l'aider à s'inscrire au sport, parce que le sport, c'est des règles. Je sais qu'il y a un très bon club de judo à Sainte-Geneviève. Quand un enfant fait du sport, il apprend des règles. Déjà, il apprend à vivre en communauté, il apprend des règles. Nous, on a énormément misé sur le sport. On a aussi un très bon club de judo. On est un peu en concurrence même sur ce sujet-là. Mais le sport aussi est une partie éducative, donc il faut remettre les associations en avant, sur la partie sportive, et voilà, et sur la partie politique de la chose, il faut remettre le maire en avant. Le maire, c'est quelqu'un qu'on respecte. Quand les règles sont dépassées, on est là aussi parfois pour taper un peu sur le casque et dire aux gens, il faut avoir une ligne de conduite irréprochable. Voilà. J'aurais une question. Pardon, excusez-moi. Est-ce que, par exemple, un parent, des fois les parents ils sont dépassés par les événements et ils trouvent des changements chez l'enfant et tout ça. On sait que par rapport sinon, ça dévie à la sécurité du pays et tout ça, quand il dérape dans le mauvais côté, on va dire, il y a un site où on doit y aller, le signaler et tout ça, le signaler. Mais pour les petits problèmes, un dépassement, on voit que son enfant, il échange et il fréquente d'autres personnes et tout ça, est-ce qu'ils peuvent justement aller vers le maire et dire est-ce qu'il y a possibilité de trouver une solution? Bien sûr. Bien sûr. Et l'idée, moi je trouve que l'idée d'adjoindre le maire et la police municipale, après c'est aussi la personne que je recruterai comme chef de service qui doit avoir cette autorité qui est quand même, il faut le reconnaître, quand on a un policier municipal d'expérience qui a 20 ans, plus de 30 ans, qui fait ça depuis longtemps, donc il a des façons de parler qui sont même encore plus assurées que les miennes, hein, je peux le dire de façon transparente. Donc oui, on les prend, on accompagne les parents, et cette question d'autorité qui est générale dans notre pays, qui est à l'école, je veux dire, les professeurs qui essaient de faire respecter l'autorité, ils se font sanctionner par leur hiérarchie dans notre pays. Ça dépend évidemment de chaque établissement, etc. Donc la police municipale est là pour avoir une autorité de proximité. C'est pas pour mettre le jeune et lui mettre la tête en dessous, lui dire que c'est un bon à rien, c'est l'inverse. Remettre un cadre, c'est pour leur donner un coup de main. une autorité paternelle, si j'ose dire, ou maternelle, mais une autorité en tout cas,
Et souvent, ça fonctionne. Alors après, ça ne fonctionnera peut-être pas pour tout. Et ce que je pense, c'est que plus on intervient tôt, c'est pour ça qu'il y a des partenariats avec les collèges, avec des partenariats pour signaler les choses, pour aider les enseignants, dont ce n'est pas le métier. Les enseignants, c'est transmettre du savoir. C'est pas éduquer, normalement, d'ailleurs. C'est d'abord transmettre le savoir. Ils sont obligés de le faire. Ils ont une autorité aussi, hein, les enseignants. Mais on les aide, on peut les aider, on peut les former. Dès qu'ils ont un souci, on le signale le plus tôt possible. Plus c'est signalé tôt, plus on a des chances de ne pas avoir plus de problèmes après. Et c'est ça, l'objectif de la police municipale, c'est aussi d'être en lien avec tous les acteurs de la ville. On a parlé des enseignants, il y a aussi le tissu associatif, il y a le tissu des coachs dans les clubs de sport. On sera une police de proximité, c'est ça qui est important. Et contrairement à ce que j'ai pu lire par évidemment des gens qui sont plutôt des gauchistes idéologiques, oui, on va mettre des cow-boys. Non, c'est pas le sujet. C'est mettre des personnes qui sont là, proches de la population, qui font de la prévention, et à un moment, qui font de l'intervention, qui font de l'arrestation, qui font de la répression. Vous croyez quoi, qu'on va donner un petit flyer au cambrioleur et que ça va s'arrêter? Non. Donc là, c'est de la répression, c'est de la surveillance. Pour d'autres sujets, on a une vraie politique éducative aussi sur les jeunes, en soutien avec les autres acteurs. Je voulais me présenter parce que j'ai été maire adjoint de Stéphane Baudet. À Courcouronnes. Effectivement, a fait tomber beaucoup de choses. Parle bien fort. Beaucoup d'a priori. Je me souviens qu'à Courcouronnes, on avait signé le contrat local de sécurité. CSP. Voilà. Et donc les services jeunesse étaient réunis dans ces contrats locaux de sécurité. Il y avait notamment la police, le commissaire d'Evry, tous les acteurs. Même les bailleurs aussi, vous avez certains bailleurs. Et les directions soit d'école, soit de collège, soit du lycée. Il faut savoir que quand on signe ce genre de contrat, le maire est impliqué dans toutes les actions de sécurité et le maire est informé semaine par semaine de tout ce qui se passe sur la commune, en étroite collaboration avec le commissariat. Donc, quand j'entends certains élus ici dire « Ah oui, mais on n'est pas informé », c'est faux. Le maire est informé, quel qu'il soit. Donc je suppose que M. Petita a bien les chiffres en main, mais qu'il ne veut pas communiquer pour ne pas affoler sa population. Voilà ce que je voulais dire, et je pense que c'est vrai que nous, on avait armé la police municipale, et on avait créé aussi le centre de police au canal. Le maire actuel, c'est n'ayez pas peur, je m'occupe de tout, mais ça doit être, ça doit être un petit peu ça, mais il n'y a pas d'action derrière. Après, les gens, nous on l'avait vu sur la ville, les gens ne sont pas dupes quand il y a une problématique et qu'elle n'est pas réglée. C'est pas 4 agents qui vont régler, et surtout à quelques mois des élections, qui vont régler ce problème-là. Maintenant, effectivement, moi je vais citer sur ma ville. Évidemment qu'on voit le commissaire, madame le commissaire dans notre ville, il y a des échanges, il y a parfois aussi, effectivement, quand on peut être maire, on peut avoir des divergences d'opinion avec le commissaire, mais le but étant, c'est de les soulager. On parlait de manque de moyens de la police nationale. La ville du Blanc-Ménil a mis à disposition un véhicule pour les enquêteurs, parfois pour aller prendre des empreintes. De la police nationale. À la police nationale. Donc, alors, on a été effectivement tapé des doigts par l'opposition en disant mais non, c'est à l'État de... Mais quand l'État ne peut pas le faire, eh ben nous on met les moyens, parce que quand vous vous faites cambrioler et que vous attendez 3 ou 4 jours pour un relevé d'empreinte, je pense que les gens ont un petit peu marre. Donc l'idée c'est aussi de pouvoir... Ça coûte moins cher, il vaut mieux mettre un véhicule voilà, pour les aider que de retrouver 4 agents. On met un véhicule à disposition de la police nationale, un véhicule banalisé. Alors c'est pour la partie scientifique où les gens vont faire des relevés d'empreintes. Enfin voilà, on essaie d'avoir une conversation constructive avec le commissariat au Blanc-Ménil. Et quand on me dit qu'on n'a pas les chiffres, je vous dis que c'est faux. Enfin, un coup de téléphone du maire auprès du commissaire, on vous remet quand même ces éléments-là. Je dirais même que quand, en tant que maire adjoint, j'ai souvent été d'astreinte, on se doit d'avoir une réunion avec monsieur le maire pour lui faire part de tout ce qui s'est passé suivant la semaine d'astreinte. Et il s'en passait à Courcouronnes à l'époque. J'ai plusieurs choses à poser comme question. La police nationale, on a un fameux commissariat qui est sur la route de Corbeil, qui a des ordres d'ouverture. Qu'est-ce que la mairie va envisager de faire par rapport à ça, avec des ordres d'ouverture? Je vous explique pourquoi. Dans ma rue, moi je suis du Vieux-Perret, donc on est dans un quartier, on va dire,
moyen, quand même, où on est sollicité en permanence par les gens de voyage, les cambriolages. Il n'y a pas une semaine où on n'est pas cambriolé. Il n'y a pas une semaine où on n'est pas agressé. On n'a pas une semaine où on n'a pas les véhicules qui sont dégradés. On n'a pas une semaine où nos enfants ne se font pas raqueter. D'accord? Il n'y a pas une semaine. Oh oui, c'est maintenant je vous explique. Ce que j'ai dit au début, hein, c'est pas un sujet drôle, mais il va falloir qu'on le règle. Qu'est-ce que la mairie va envisager de faire pour les horaires de la police? Avant de parler de la police municipale, la police nationale, qui nous dit, passez entre les horaires d'ouverture pour faire un dépôt de plainte. Quand vous venez pour faire un dépôt de plainte, on vous dit, ah ben non, on ne peut pas la prendre votre plainte parce que vous n'avez pas assez d'éléments, donc on va vous envoyer une personne qui va venir chez vous, donc on vous envoie une équipe. L'équipe, elle se déplace et dit, bah écoutez, on ne peut pas constater grand-chose, donc il faudrait contacter votre assurance. On appelle l'assurance nous dit, bah, c'est un peu difficile, il faut faire un dépôt de plainte, sans dépôt de plainte, on ne peut pas prendre. C'est le grand jeu. Ouais. Donc, ma question se pose, qu'est-ce que la mairie va faire? Avant de parler de police municipale, est-ce qu'elle va donner des instructions, on va dire, à la police nationale, donc ça c'est de recevoir les plaintes au lieu de faire des mains courantes? Parce qu'aujourd'hui, elle nous dit, bah non, votre cas c'est une main courante, je ne sais pas une dépôt de plainte, donc on ne se fait pas minimiser. Alors, attendez, laissez-moi juste un petit exposé sur la sécurité. Donc, suite à ça, on a dit, bon, bah écoutez, on va trouver une solution. C'est là où je viens aux caméras. S'il y avait des caméras qui étaient plus disposées dans la ville, au lieu de les mettre seulement au niveau de la gare, ou le mettre en haut de Gabriel Péry, maintenant, je change d'optique, je passe à l'éducation. J'ai 3 enfants qui sont inscrits donc à Aubel. La seule école qui n'a aucune grille de sécurité en passage, pas de grille de sécurité sur le trottoir, alors on se retrouve face au pont, c'est-à-dire qu'on tombe sur une personne, même quand il glisse ou il pleut, il descend le pont, il traverse et rentre dans la cour de l'école, comme il veut. Avec sa voiture. Avec sa voiture, quand il veut, à quelle heure qu'il veut. On ne parle pas de stationnement, on parle de sécurité. C'est une école primaire? Oui, et maternelle. Expliquez-moi, pourquoi il n'y a pas une caméra? Pourquoi il n'y a pas des bouteilles de protection? Pourquoi? Qu'est-ce que la mairie envisage de faire là-dessus? Alors, déjà, il faudrait poser la question au maire actuel. C'est déjà fait 10 moi, fois. Voilà. 15 ils n'ont rien fait fois. pour Ça fait 2 maires qu'on pose la même question, ou 2 maires. Il n'y a toujours rien. Donc la question c'est, avant de parler de qu'est-ce qu'on va créer, qu'est-ce qu'on peut résoudre, ce que nous avons. C'est pour ça que je demande. Si vous gardez le même, la réponse est rien. Moi, je vais vous répondre sur la partie. Je vais vous répondre sur la partie de la police nationale. La police nationale est à part. Le maire ne peut entretenir que en fait de bonnes relations avec le commissaire en disant voilà, j'ai des plaintes de riverains, on ne peut pas aller déposer plainte. Sur les horaires d'ouverture, c'est compliqué. Bon, je pense qu'il peut y avoir avec une discussion essayer d'améliorer les choses. Maintenant, le commissaire, ce sont des missions régaliennes, c'est l'État. C'est pas. Je vais juste finir. Donc c'est là où c'est compliqué. Maintenant, demain, vous avez une police municipale. Vous avez une caméra en face de chez vous. Vous avez vos enfants qui seront agressés. Ça s'appelle du flagrant délit. C'est pour ça que j'adhère. Vous avez la police municipale qui intervient. Ces énergumènes seront emmenés au commissariat. Et on déposera votre enfant, enfin, par l'intermédiaire de vous, bien sûr, pour le dépôt de plainte. Quand il y a flagrance ou flagrant délit, là, on peut agir. Là, la police municipale peut agir. Et c'est là-dessus que le maire peut influer sur le quotidien des gens. Donc c'est pour ça que je demande. Qu'est-ce qu'il en pense sur le projet de l'ensemble de la sécurité sur la ville? Ça, c'est une chose. Mais c'est surtout déjà de résoudre le problème actuel qui n'a pas été résolu quand même par les maires précédents, ou le maire qui est sortant, entre guillemets. Qu'est-ce qui va être proposé sur ce sujet-là? La police municipale, c'est un fait. Ok, j'adhère, pas de souci. Mais demain, il y a des caméras. On va nous dire, bah écoutez, c'est très bien, on va essayer de voir ce qu'on peut. Mais dans l'acte, quand on va aller faire un dépôt de plainte, j'ai une réponse là-dessus si vous me laissez répondre. Est-ce qu'on va être amené à pouvoir la faire? C'est ça ma question. Alors, plusieurs choses. Il y a évidemment, de toute façon, il y aura un contrat de répartition des rôles entre la police nationale et la police municipale.
Donc un contrat pour une convention, comment on interagit ensemble. D'ailleurs, sur les voilà, une convention de coordination, les caméras de la police municipale, les images, dans certains cas, peuvent être transmises à la police nationale. Donc, il y a dans le cadre de ce partenariat. L'idée, c'est qu'on vient quand même les aider à travailler. Donc, on peut demander, comme l'a dit Michael, dans le cadre des bonnes relations, d'insister pour que les plaintes soient prises, etc. et respecter les horaires. Ce qui peut être fait également, la police municipale peut recevoir des dépôts de plaintes. Elle peut prendre les mains courantes. Alors sur les plaintes, alors, moi, il me semblait qu'elle pouvait les prendre. C'est amené à évoluer. Pour l'instant, la législation évolue en France, mais ça veut dire qu'il faudra aussi changer le cadre, entre guillemets, légal de la police. Je vais recreuser, parce que pour moi, dans ce qui existait à Courcouronnes, ils avaient défini 2 plages horaires dans la semaine, peut-être mardi matin, jeudi après-midi, enfin bon, à la police municipale pour recevoir les gens qui veulent déposer plainte. Donc c'est un officier de police judiciaire qui vient en fait à la police municipale, pour prendre, voilà, pour prendre. Donc voilà, c'est peut-être c'est comme ça, c'est l'organisation dit ok, peut-être pas en permanence, on définit des plages horaires dans la semaine, 2 fois 3 heures. Il faut que ça puisse descendre un peu tard le soir pour que les gens puissent venir comme commissaire public, que ce ne soit pas que en journée. Est-ce que ça peut être le samedi? Bon voilà, après c'est du détail. 2 demi-journées par semaine, vous savez que vous pouvez venir faire un dépôt de plainte dans les locaux de la police municipale, avec donc un officier de la police nationale qui est dédié à ça. Donc c'est des négociations. Vous voyez, plutôt que de dire vous pouvez aller n'importe quand, vous pouvez y aller à un certain moment, si jamais ça n'a pas fonctionné de manière normale à la police nationale. Non, mais bon, mais ça va être un peu là-dessus, c'est parce que bon, quand on voit la récurrence qu'il y a dans notre quartier, surtout égoïstement dans ma rue, c'est un fait. J'avais une commerce, enfin, des bureaux, c'était sur la route de Corbeil, que malheureusement j'ai abandonné ces locaux, que je vous explique pourquoi. Ça fait 2 reprises, cambriolage, séquestration de mon personnel. Carrément. Oui. Sauf que quand la police est arrivée, ils ont dit, bah écoutez, déjà pompier parce qu'il était blessé. De 2, il dit, bah non, il faudrait passer à partir de 15h30. Hein. À partir de 15h30. Ben, vous n'êtes pas le seul. Hein. Les gens qui voulaient aller au commissariat. On se pose la question sur la sécurité de la ville. Ouais. En sachant que les impôts qu'on paie, c'est quand même faramineux, alors qu'on devrait en payer le moins, puisqu'on a le plus grand centre, comme je l'ai évoqué au téléphone l'autre jour. Oui, c'est la Croix-Blanche, bah oui. on paye le plus et on a le moins de services. Oui. Donc à un moment donné, on commence à se poser des questions. Bah oui. Ah ouais, le 15 mars, vous aurez un début de réponse, si vous voulez agir. Oui, c'est vrai. La question est, comment fait-on au quotidien? On change d'équipe. On change d'équipe ou on change de ville? Parce que les 3/4 changent. Non, on change d'équipe. Non, on change d'équipe. Non, d'équipe. Vite. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on passe au port de Madame. Il y a dessus après. Madame. Moi, c'est très simple. On va payer de quelle façon? Parce que ça va être donc des frais supplémentaires. Ça, j'ai bien compris. On en a besoin. Je pense que tout le monde a compris aussi. Vous avez avancé des chiffres qui ne sont pas anodins. Comme vient de l'évoquer subrepticement monsieur, nos impôts sont galopants. Il y a 2 ans, la première ligne sur les impôts fonciers qui faisait un abattement pour tout le monde de 20%, je pense que monsieur est informé, elle a disparu. C'est la raison pour laquelle je suis allée aux impôts. J'ai 25% de revenus en moins cette année, encore 20 l'année prochaine, et je paye 3% de plus d'impôts locaux malgré tout. Aux impôts locaux, on m'a expliqué que c'était normal, puisque depuis 2017, puisque depuis 2017, la municipalité de Sainte-Geneviève a enlevé cette ligne arbitraire qui est de 20%. Donc voilà, donc comme dit monsieur, on paye des impôts faramineux. Je suis née à Sainte-Geneviève, ça fait 60 ans que j'y vis. Donc tout ce que vous avez évoqué au niveau des différentes municipalités, des passations de pouvoir, etc., je les connais parfaitement. Ma mère travaillait à la mairie de Sainte-Geneviève pendant 15 ans. Donc je n'en dirai pas plus, je suis convaincue sur la chose. Mais là, au quotidien, nous avons la plus belle zone industrielle, très bien, acte. On est en kikiné pour y aller, donc des fois les avantages, je ne sais pas trop si on les a, mais enfin, par contre, de mandat en mandat, on nous dit c'est formidable. Grâce à la zone industrielle, on paye beaucoup moins d'impôts, c'est quand même très bien loti. Arrêtons. Donc voilà, donc, tout le monde est convaincu. On vit dans une commune qui se dégrade, je ne la reconnais pas. D'insécurité qui n'a jamais été atteint, on atteint le summum. Les impôts, on atteint le summum. Tout le monde, je pense, ici, on a la
la certitude. Moi, ma question, elle est claire. Vous parliez tout à l'heure, non pas que je veuille stigmatiser personnellement les employés communaux, mais enfin, quand vous nous annoncez 600 employés communaux, vous ne les avez pas inventés, vous connaissez très bien le sujet, donc c'est une réalité. Par contre, les frais que vous nous avancez aussi pour avoir cette sécurité, vous les avancez. Alors moi, je vous demande, dans les prochains budgets, puisque vous êtes en tant que conseiller municipal, vous connaissez toutes les données financières, Excel, etc. Prenons acte éventuellement d'avoir des frais supplémentaires pour cette sécurité dont nous avons tous besoin et dont nous sommes, je crois malheureusement, tous sensibilisés. Ça, c'est une fait. A contrario, dans les dépenses de budget, où trouvez-vous cet argent? Parce que ça veut dire encore augmenter des impôts? Non, pas du tout. Alors, où allez-vous trouver Alors, une partie aucune augmentation. de cette... Alors, c'est D'accord, très mais clair. alors vous allez taper dans quelle Je vous catégorie? explique clairement. Moi, j'ai envie de répondre par retour d'expérience, si tu me Je permets. peux le donner avant, mais vas-y. Mais il y a du grain. Moi, je vous le dis, j'ai parlé parfois de petites dépenses de Ricard à 30 000 €, mais c'est pas que ça. Nous, on a retrouvé, quand on a relancé les marchés d'appel d'offres pour refaire les écoles, pour refaire des travaux, on s'est aperçu que les entreprises, c'était les mêmes qui travaillaient, et elles étaient 25% plus chères que les autres. Donc, rien que là, quand vous allez refaire une voirie, une école, c'est important, pièce, je pense. vous allez nécessairement remettre en concurrence. Quand vous avez des habitudes de travail, vous travaillez toujours avec les mêmes entreprises, parfois ce qui est même interdit, on a retrouvé la ville du Blanc-Ménil, une entreprise avec un seul client, la ville du Blanc-Ménil, c'est strictement interdit. Donc les économies, elles se sont faites là. Et je vais même vous dire une chose, on est la seule ville de Seine-Saint-Denis à avoir baissé les impôts à la fin du mandat de 7,5%. On a redistribué de l'argent. On a donné plus de services et on a baissé les impôts. Donc ça serait votre perspective? Alors, sur la baisse des impôts, je ne pourrais pas m'avancer, mais nous, quand on est arrivé, on a fait un audit financier pour savoir où partait l'argent. On a eu une belle surprise. Donc, automatiquement, nous avons remis les marchés d'appel d'offres en route. On a fait une baisse d'économie substantielle, ce qui a permis de donner en fait plus de services. Il y a de l'argent. Maintenant, c'est comment on le dépense. Moi, je vais vous donner l'expression de mon grand-père qui disait même un âne sait gagner de l'argent. Il était agriculteur, mais le tout, c'est de savoir le dépenser. Donc, vous avez des gens qui dépensent de l'argent et qui font pas attention à leurs dépenses. À la différence, Sainte-Geneviève, moi je le vois, je connais un petit peu cette zone industrielle. Nous, on n'a pas la chance d'avoir cette zone industrielle de commerçants, ce fort pouvoir économique. On l'a pas au Blanc-Ménil. On a des friches industrielles qui ont été abandonnées, on a certains centres commerciaux, mais qui sont à l'extérieur de la ville. Vous avez une manne financière qui est mal exploitée. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, si on dépense mal son argent, automatiquement, on fait qu'augmenter les impôts. Donc, et nous, ça n'a pas été le cas dans notre ville. Vous pouvez vérifier l'information sur Internet. Ce que je vous dis, c'est la redistribution. Voilà. Et on évite aussi d'embaucher parfois certains cas dont on n'a pas besoin. Comme le disait tout à l'heure Thomas, vous avez des gens qui, du jour au lendemain, vous leur payez une formation, qui sont sur la ville, qui vont pouvoir être aptes à prendre un service. Ou gérer, on parlait de la piscine tout à l'heure, il y a des compétences internes qu'on n'exploite pas, c'est toujours la facilité d'aller embaucher à l'extérieur. Sauf que vous avez une difficulté, monsieur, maintenant, avec l'agglo. Parce que si j'ai bien tout compris, tout maire qu'il soit, de toute façon, eh ben, il est bien souvent pieds et poings liés avec ses marchés, avec ses décisions, parce qu'il faut que ça soit validé par le sacro-saint, c'est-à-dire cette fameuse agglo qui nous bouffe. Alors j'ai l'agglo n'a pas tous les pouvoirs. Moi, je suis conseiller territorial. Quand un maire veut faire quelque chose, c'est une excuse. C'est une excuse. À l'agglo, par contre, vous en êtes pas maître, parce qu'à l'agglo, c'est aussi tout le gratin de ce qu'on se traîne pendant des décennies. Je vais répondre un petit peu. Ça va pas être facile. Je vais répondre parce que c'est des sujets vraiment importants. Le premier sujet, je vais remettre un peu de chiffres, parce que bon, je ne vais pas présenter toute ma vie, mais j'ai travaillé 20 ans dans l'industrie de la finance. Alors bon, je sais à peu près compter. C'est déjà la première chose. Donc, 50 000 € par an par policier, fois 10 policiers. Non, mais je termine. 50 000 € fois 10 policiers pour commencer, parce qu'on a dit qu'on allait monter en puissance. L'objectif, c'est de 15, peut-être 20. On monte à 10. Déjà, il y en a 4 aujourd'hui, donc ça en fait 6 à recruter. 300 000 €, 6 fois 5, 300 000 € en plus. Le budget de fonctionnement de la ville, c'est 40 millions d'euros. Avec l'équipement, 20 millions, ça fait 60 millions. 300 000 sur 60 millions, c'est 0,5%. Il y a largement les moyens d'économiser 0,5% sur le budget de la ville. Je peux vous dire qu'il y a moyen de faire beaucoup plus.
Donc nos économies, elles vont venir au fur et à mesure du mandat. Mais ça tombe bien, c'est que la police municipale, on va faire le plus vite possible, parce qu'il faut les recruter, comme je dis, on va faire les économies en parallèle. Si besoin est, on peut endetter d'1 million d'euros la ville ou de 500 000 euros, on a une dette qui est bien au-delà dessus, c'est aussi 1% de l'augmentation de la dette, le temps d'arriver à refaire les économies. Mais dans tous les cas, les impôts n'augmenteront pas. Je pense même qu'on n'aura pas besoin d'emprunter plus. Il y a très facilement, tu parlais des appels d'offres. On a encore, à l'avant-dernier conseil, où est-ce qu'il est, William? Il est là, hein, qui est témoin, il vient à tous les conseils municipaux alors qu'il n'est pas conseiller municipal, William. C'est pas facile parce que c'est souvent un peu... on a encore eu des travaux de réfection de voirie ou d'école, j'ai un doute sur la nature, confiés à la société GTO, Grand Travaux de l'Orge, qui est la patronne de GTO, la fille de Pierre Champion, l'ancien maire. Ce que je veux dire, c'est inadmissible. Même si c'est 50 000 euros, même si c'est 200 000 euros, j'ai envie de vous dire, quand bien même elle serait au prix, moi je ne crois pas. Mais parce que là, justement, c'est des petits travaux qui ne passent pas par les commissions d'appel d'offres. Mais il y a ça, on la connaît celle-là, mais il y en a combien d'autres? Il y en a combien d'autres qu'on ne connaît pas et qui sont des copains et qui travaillent plus cher? Il faut quand même savoir, là je vais parler de Frédéric Petitat. Il était vice-président au département, pendant des années avec Gage et les socialistes. Quand la droite est arrivée, ils ont trouvé 90 millions d'euros de factures impayées. La cavalerie qui n'était pas passée sur le bon exercice, c'est-à-dire, ils faisaient une année, et en fait, ils dépassaient le budget chaque année de 90 millions d'euros. Alors, peut-être que la droite qui a repris M. de Rouvray, il a peut-être un peu forcé la barre sur les 90 millions d'euros. C'est de la politique. Mais n'empêche, ils ne savent pas gérer. Ils ne savent pas gérer au département. La piscine d'en face, ça a décalé d'1 an, ils ont dépassé le budget de 50%. Donc tout ça, on va gérer mieux. Mais, par exemple, voilà. le projet dont vous citez, la piscine d'en face, moi j'ai aucun avis là-dessus, mais vous venez d'en parler. Le budget, à ma connaissance, en tout cas de ce que l'on lit... C'est bien plus qu'une police municipale. Peut-être, en attendant votre budget, à chaque fois on voit une ligne, ça coûte tant, et puis après... tant d'impôts pour la commune, tant d'impôts de subvention du département, tant d'impôts de subvention de l'agglo, donc on retrouvera toujours l'agglo. Alors, l'agglomération, j'en ai parlé tout à l'heure. D'abord, il faut savoir que c'est Sainte-Geneviève la plus grande ville de l'agglo. Oui. Si on gagne Sainte-Geneviève, on gagne l'agglo. Voilà, clair. Ça sera bien. Ça veut dire que la présidence et la vice-présidence. Et en général, que ça a été M. Champion puis M. Léonard, il se trouve que le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois était aussi président de l'agglo. Vice. On va se calmer un petit peu parce que j'ai des petits camarades dans la ville d'à côté, il y a le maire de Bretigny qui l'ordre dessus, etc. Je ne vous dis pas que je serai président de l'agglo et ce n'est pas le projet, mon projet c'est d'abord d'être maire de Sainte-Geneviève-des-Bois. Voilà. Mais ceci dit, on sera majoritaire, on pèse quasiment un quart des voix de l'agglo, il faut que je refasse un peu, on a 13 ou 15 conseillers communautaires pour que sur les 60, on est quasiment un quart des voix, rien ne se fera sans nous. Et je peux vous dire que la première chose qu'on va faire, on va revoir les salaires de l'agglo. Et on va, ce que je dis tout à l'heure, revoir l'organigramme pour enlever les 20 ou les 30 personnes qui sont en trop, qui ne servent à rien. Donc on le fera dans le respect, les gens trouveront un emploi, etc. Je veux dire, on ne va pas mettre des gens à la rue. Mais on va réduire les effectifs de l'agglo. Du coup, les subventions que l'agglo nous rétrocède, qui sont en diminution ou en stagnation depuis des années, vont remonter. Donc ça va nous redonner des marges financières. Par ailleurs, on évitera de lancer des projets inutiles, comme la médiathèque à Saint-Hubert, qui est un truc pharaonique, désastreux sur le plan de l'urbanisme. On rebétonne au plein milieu de Saint-Hubert, au lieu d'utiliser la place rouge, on a à Saint-Hubert, on a communiste la place rouge, pour faire un espace convivial pour les habitants. On a bétonné au milieu, pas une place de parking pour les gens qui vont venir du reste de la ville. Les gens vont se garer au pied des immeubles HLM. Alors, c'est pas le Bronx, mais combien vont pas venir? Il y avait déjà une bibliothèque très bien, avec des personnes qui étaient là-bas, des super bibliothécaires qui s'occupaient des gamins. Ils avaient déjà un espace, on aurait pu l'agrandir, parce que malheureusement, vous savez très bien que tout ce qui est dans le bas du Saint-Hubert, les rideaux sont fermés en permanence. Donc, au lieu de faire une petite rénovation, une extension s'il faut, on fait un truc pharaonique. Je vous donne mon billet de qui sont les architectes et les promoteurs de cette médiathèque. Vous allez retrouver. Et en plus, on enferme les jeunes des quartiers dans leur quartier au lieu d'organiser à la limite le transport pour qu'ils viennent à Malraux, à côté du donjon. Donc ça coûte une fortune à l'agglo. Alors le maire dit, c'est pas nous qui payons, c'est l'agglo. Mais c'est pareil, c'est nous qui payons. Voilà. Donc, tout ça, pourquoi? Pour l'ouvrir comme par hasard.
Alors là, c'est à la limite, je crois qu'ils ne seront pas prêts pour les élections parce qu'ils ne savent pas gérer. Mais l'objectif, c'était évidemment de l'ouvrir 2 mois avant les élections, de choper les voix, et avec des gens qui ne payent pas. Donc effectivement, donc nous, on a une contrainte. Là, vous avez raison sur un point. C'est qu'on a perdu la maîtrise à cause de Macron de la taxe d'habitation. C'est un scandale. De mon point de vue, dans une ville, tout le monde doit contribuer aux impôts de la ville. Pour une raison importante, c'est qu'en plus, ça responsabilise tout le monde. Comme j'espère le faire pour Mont-Blanc-Ménil, baisser les impôts et revenir sur l'abattement comme avant, mais ça va prendre du temps, donc je ne vais pas m'engager de façon... mais, sauf que même si on y arrive, les gens qui ne payent plus d'impôts, ils ne verront pas la différence. Parce qu'ils n'en payent plus. Tout ça est scandaleux. Et vous avez 2 listes en marche, hein, Sainte-Geneviève, parce que les gens, vous savez que Léonard, il a demandé l'investiture en marche avec Valérie Bouty, il ne l'a pas eu. Ce sera aussi une raison, franchement, pour les communes, ce qu'a fait Macron, c'est un scandale sur la taxe d'habitation. Après, on ne va pas discuter d'Emmanuel Macron, sinon on y est jusqu'à ce soir. Moi, je ne suis pas un opposant systématique à tout, hein, mais ça, c'est un scandale. Donc là-dessus, sur tout ce qu'on peut faire, il n'y a qu'une seule façon d'arrêter d'augmenter les impôts, c'est de changer d'équipe pour nettoyer les écuries d'Augias. Et je peux vous dire qu'il y a du boulot. Dernier point quand même. Il faut quand même sanctionner aussi la mairie sur les impôts. Les emprunts en francs suisses de Léonard nous ont coûté 15 millions d'euros. On a parlé combien? 300 000 euros, 400 000 euros, 500 000 euros pour une police municipale. On peut la payer pendant 30 ans avec ces 15 millions d'euros. Bon, donc, si vous voulez, on change d'équipe, parce que les conneries, ils ne vont pas arrêter d'en faire. Hein. Ils vont en faire d'autres. Et à chaque mandat, ils nous font des choses qui dégradent les finances publiques. Donc, si on veut que les impôts arrêtent d'augmenter, il faut, 1, voter pour nous, 2, venir nous aider pour la campagne, venir nous aider. On a une équipe, on a besoin de monde pour convaincre tout le monde. Comme tu l'as dit au début, parlez à vos voisins. Moi, la suite de la campagne, je suis disponible pour aller faire des réunions le soir d'appartement chez vos voisins, venir reparler de tout ça. Appelez-nous, je me déplace, on fait ça quand vous voulez. Le soir, le week-end, je suis disponible à 100% pour la campagne parce qu'on utilise cette occasion historique. C'est la première fois où je pense que, vu la désagrégation du PS, vu la liste En Marche qui va diviser mais qui ne va pas convaincre, mais qui va prendre un peu à gauche, et vu malheureusement le mauvais travail qu'ils ont fait, et moi la volonté que j'ai de vraiment changer les choses, et vu qu'aujourd'hui c'est sérieux et que tout ce qu'ils mettent dans la campagne ça va être du lourd, ça va être très sérieux, étayé sans augmentation d'impôts, on peut prendre cette ville et on peut améliorer la vie des Génovéfins. Maintenant j'ai besoin de vous. Pardon? Boire un coup après. Voilà, on va boire un coup. Par contre, encore plus important, ceux qui n'ont pas mis leurs coordonnées, vous les mettez à l'entrée. On a besoin d'avoir vos téléphones et vos mails. Je vais revenir sur un truc. On n'a pas augmenté les impôts. J'avais dit qu'on avait fait une baisse sur la fin du mandat, mais sur la durée du mandat, on n'a pas augmenté les impôts sur la ville. Donc il y a toujours du rat dans une ville. Le tout, c'est d'avoir une bonne gestion. Et je pense que vous avez l'homme de la situation ici. Pour en revenir là-dessus, on pourra avoir un engagement. Vous savez comment font les entreprises privées pour créer leur budget annuel. Ils font un budget de revenus, hein, d'accord? Et ensuite, en fonction des revenus prévisionnels qu'ils vont faire, ils font le budget de dépenses. D'accord? Qu'est-ce que font les collectivités locales? En général, l'État aussi, ils font un budget de dépenses et ensuite le budget de revenus. Et la variable d'ajustement, c'est quoi? Les impôts. Eh bien, rendez-vous à notre prochaine réunion publique en décembre. Si vous nous laissez vos coordonnées, on vous dira quand. Michael doit partir. Je vous propose qu'on le remercie de sa présence. Merci.